Es-tu en train d'apprendre à mes fils à prier? Qu'est-ce que c'est que ça? Une église. La voix d'Alexander Reed éclata dans le couloir telle une bombe. Et l'espace d'un instant, le temps sembla s'arrêter dans la chambre à la lumière tamisée. Ben et Théo, les jumeaux de 5 ans, restaient immobiles sur le tapis, leurs petites mains encore jointes en prière. En face d'eux, agenouillée dans ses simples chaussons d'intérieur gris, se tenait Maya William. Ses lèvres venaient de les guider à travers un doux murmure, une prière du soir pour leur défunte mère. Avant que Maya ne puisse dire un mot, Alexander entra dans la pièce comme une tempête, sa carrure de 1m88 débordant de fureur, les yeux noirs étincelants. Il tenait dans sa main le courrier qu'il était en train de trier. Et sans réfléchir, il lança la pile d'enveloppes non ouvertes et un livre à couverture rigide qui se trouvait à proximité, sur le sol, à ses pieds. L'un des objets glissa et frappa le tibia de Maya, la faisant tressaillir et reculer en trébuchant. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais » aboya Théil. « Tu es en train d'apprendre à mes fils à prier. Qu'est-ce que c'est? Une sorte de croisade sacrée? C'est ma maison, et je ne tolérerai aucun endoctrinement religieux sous mon toit. » Maya eut le souffle coupé, son dos heurtant doucement le mur derrière elle tandis qu'elle levait les paumes dans un geste nerveux et protecteur. « Monsieur Reed, s'il vous plaît. Je ne voulais pas faire de mal. Ils parlaient juste de leur mère, et elle leur manque tellement. J'ai pensé que si peut-être ils disaient quelque chose, vous savez, vers le ciel, ils se sentiraient un peu moins. Je ne veux rien entendre, coupa Alexander, son doigt pointant l'air. Vous ne remplissez pas la tête de mes fils de bêtises sur le ciel ou les esprits ou toutes ces ordures imaginaires. Nous ne faisons pas ça dans cette maison. Je n'élève pas mes enfants avec des contes de fées et de faux espoirs. Ben se leva rapidement, sa petite voix tremblante. Papa, elle nous a juste dit qu'on pouvait parler à maman. Théo ajouta, pas comme des trucs d'église. Juste si on dit ce qu'on ressent, peut-être que maman l'entendra. C'est tout. Maya regarda les garçons, son cœur se serrant en voyant la peur dans leurs yeux. Je n'ai rien prêché, dit-elle rapidement, sa voix tremblante maintenant. Je voulais juste qu'ils se sentent moins seuls. C'est tout. Je suis tellement désolé, monsieur Reed. Je ne voulais pas manquer de respect à vos convictions, mais... Alexander ne voulait rien entendre. Vous leur avez manqué de respect, dit-il, sa voix dure comme la pierre. Vous connaissiez les règles. Vous les avez enfreintes. C'est fini. Faites vos valises. Vous partez dès demain matin. Les yeux de Ben s'embuèrent. Non, papa. S'il te plaît, ne la renvoie pas. Elle nous aide à dormir. Elle nous aide à nous sentir mieux, murmura Théo. Ça suffit, hurla Alexander, son visage s'assombrissant. Retournez dans votre chambre, maintenant. Les garçons hésitèrent. La main de Ben s'accrochait à la jupe de Maya, et elle la guida doucement pour la retirer. C'est bon, murmura-t-elle, la voix brisée. Allez, cria Alexander. Surpris, les garçons coururent, des larmes coulant silencieusement sur leurs joues alors qu'ils disparaissaient dans le couloir. Maya se tenait seule maintenant. La pièce était soudainement trop grande et trop silencieuse. Elle déglutit difficilement. Monsieur Reed, dit-elle, sa voix basse et suppliante. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Je n'ai pas voulu dépasser les bornes. Je n'ai pas réfléchi. Vous n'avez pas réfléchi. C'est exact, dit Alexander, se détournant. Et maintenant, c'est fini. C'est la fin de l'histoire. Non, je promets de ne plus le faire, dit Maya rapidement, s'avançant légèrement. Je suivrai toutes les règles. Je ne parlerai même de rien de ce que vous ne voulez pas. Je me soucie juste de ces garçons. Alexander ne se retourna pas, vous serez parti d'ici demain matin. Et sur ces mots, il la laissa là. Elle sentit la chaleur sur ses joues, la piqûre de l'humiliation et le tremblement dans ses genoux. Seule dans la pièce silencieuse, elle s'assit lentement au bord du lit des garçons, ses mains tremblantes sur ses genoux. Si vous avez de la sympathie pour le personnage, aimez cette vidéo, et n'oubliez pas de commenter d'où vous regardez. Vous pourriez être surpris de trouver des voisins proches qui regardent aussi. Le lendemain matin, Maya partit tôt. En silence, elle ne dit pas au revoir. Alexander n'avait pas donné la permission, mais avant de refermer la porte derrière elle, elle laissa une petite boîte à chaussures sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur se trouvaient 2 dessins au crayon que les garçons avaient faits. L'un montrait Maya debout sous un ciel étoilé avec Ben et Théo se tenant la main et regardant vers le haut. Au-dessus d'eux se trouvait une femme souriante dans les nuages, leur mère. Le deuxième dessin était plus personnel, une scène de coucher, une silhouette, Maya, lisant aux jumeaux tandis qu'ils souriaient. Un croissant de lune pendait au-dessus. Sous les images se trouvait une courte note écrite d'une cursive soignée. Monsieur Reed, je comprends votre colère. Je suis désolé d'avoir trahi votre confiance. Je n'essayais pas de leur enseigner la religion. J'ai seulement offert un petit moyen de faire face au manque de quelqu'un qu'ils aiment. À cet âge, le chagrin est trop lourd à porter seul. Je voulais leur donner quelque chose de doux à quoi se raccrocher. Maya. Alexander trouva la boîte juste après le petit déjeuner. Il lut la note une fois, puis referma le couvercle brusquement. Il ne voulait rien ressentir. Ni remords, ni doute. C'était un homme de raison, de logique, de réalité. Mais dans les jours qui suivirent le départ de Maya, les choses commencèrent à changer doucement, douloureusement. Ben et Théo ne déboulèrent plus dans la cuisine avec des sourires endormis. Ils arrêtèrent de demander l'heure du compte. Ils arrêtèrent de demander quoi que ce soit. Ils devinrent renfermés. Ils ne regardaient plus Alexander dans les yeux. Quand il leur parlait, il hochait la tête sans un mot. Il obéissait rapidement, mais sans chaleur. Leur joie, déjà fragile, s'était ternie.
Au début, Alexander ne voulait pas l'admettre. Il blâma Maya. Elle les a rendus doux, marmonna-t-il un soir, faisant tournoyer un verre de bourbon, a rempli leur tête de fantaisie, les a montés contre moi. Mais tard dans la nuit, quand les garçons dormaient et que la maison résonnait de silence, il savait mieux. Il savait qu'ils avaient peur de lui. 3 jours plus tard, Alexander annula 3 réunions de conseil d'administration. Il dit à son assistante de libérer la semaine. Pas d'appel, pas de mais, juste lui et ses garçons. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il n'avait jamais eu à essayer de se connecter avec ses enfants auparavant. C'était le rôle d'Emily. Elle était la chaleur, le chant, la douceur. Lui était la structure, la sécurité, le pourvoyeur. Mais maintenant qu'elle était partie et que Maya n'était plus dans la maison, il réalisa que les garçons n'avaient plus de douceur, et cela les tuait. Alors il commença à observer. Il ne s'imposa pas dans leur espace, mais il s'assit en arrière-plan. Il proposa de faire le petit déjeuner, brûla les pancakes, mais ils rirent un peu. Il lut leur livre de dinosaures préférés, même s'ils butaient sur les mots. Il s'assit avec eux pendant les dessins animés et rit à des blagues qu'il comprenait à peine. Il écouta. Lentement, quelque chose changea. Ben sourit le premier. Puis Théo demanda à s'asseoir sur ses genoux. Un soir, Alexander trouva les garçons chuchotant près de la fenêtre. À qui parlez-vous demanda-t-il doucement. Théo se retourna et dit, juste à maman. Alexander se figea. Vous pensez qu'elle peut vous entendre? Ben haussa les épaules. Mademoiselle Maya a dit, peut-être pas avec les oreilles, mais avec l'amour. Alexander s'assit à côté d'eux. Vous y croyez? Théo hocha la tête. Oui. Et quand on lui parle, ça fait moins mal. La pièce était silencieuse. Alexander ne discuta pas parce qu'au fond, Émilie lui manquait terriblement aussi. Et aucune logique n'avait guéri cela. Il murmura finalement, à peine audible, ça fait moins mal. Ben sourit doucement. Non, on a l'impression qu'elle est proche. Alexander regarda ses garçons, les regarda vraiment, et vit quelque chose qu'il ne s'était pas permis de voir auparavant, la paix. Pas la folie, pas la fantaisie, juste la paix. Et elle n'était pas venue des jouets ou de la thérapie ou de la distraction. Elle était venue d'une femme qu'il avait renvoyée avec colère pour avoir donné à ses fils exactement ce qu'il avait eu trop peur de leur donner. L'espoir. Un espoir doux, silencieux, sacré. Cette nuit-là, quelque chose d'inattendu se produisit. Papa, dit Théo, grimpant sur ses genoux alors qu'ils étaient assis dans la chambre des garçons. Tu peux prier avec nous ce soir? Alexander cligna des yeux. Moi. Ben hocha la tête, juste comme on le faisait avec mademoiselle Maya. Il hésita. Puis, sans dire un mot de plus, il s'agenouilla lentement sur le tapis entre leurs lits. Les garçons tendirent la main, une main de chaque côté. Il prit leurs petites mains dans les siennes. Ils inclinèrent la tête. Théo murmura le premier, puis Ben. Leurs mots étaient simples, honnêtes. Tu nous manques. On t'aime. Merci. Puis le silence. Alexander déglutit difficilement. Il ne savait pas quoi dire. Sa gorge se serra, mais quelque chose en lui s'ouvrit. Et il murmura finalement, à peine audible, elle me manque aussi. Chaque jour. Il n'y eut pas d'éclair, pas de révélation, juste un calme tranquille, et un poids qu'il ne savait pas porter commença à se soulever. Quand il les borda, Théo lui attrapa la main. Papa? Oui, mon grand. Tu peux demander à mademoiselle Maya de revenir? Alexander s'arrêta. S'il te plaît, ajouta Ben. On sera sage. On promet. Alexander resta assis là longtemps, regardant le plafond, puis les garçons. Je pense, dit-il lentement, que je lui dois des excuses. Et pour une fois, les garçons s'endormirent en souriant. Et Alexander resta un peu plus longtemps, murmurant une dernière phrase dans le silence. J'ai été trop dur, trop strict. Mais je le vois maintenant. Je vois ce dont ils ont besoin, ce dont j'ai besoin. Demain, il passerait un coup de fil, et peut-être, juste peut-être, Maya répondrait. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix douce et hésitante ne réponde à l'autre bout. Bonjour, c'est Maya. Alexander Reed était assis dans son bureau à domicile, la lumière du petit matin s'infiltrant par les hautes fenêtres derrière lui. Il était encore en robe de chambre, une tasse de café à moitié vide refroidissant sur le bureau à côté de lui. Sa main se serra légèrement autour du téléphone. Maya, c'est Alexander Reed. Il y eut une pause, brève mais lourde. Je ne pensais pas avoir de vos nouvelles, dit-elle prudemment. Pas de colère, juste de la prudence. Alexander s'éclaircit la gorge. Je n'étais pas sûr de vous rappeler non plus, mais me voilà. Silence. Il se leva et commença à faire les 100 pas, la main dans les cheveux. Je vous dois des excuses. Des vraies. Je n'ai pas seulement réagi de manière excessive cette nuit-là. J'ai perdu le contrôle. Je vous ai humilié. Je vous ai effrayé. Et j'ai ignoré quelque chose que vous avez donné à mes fils et que je ne comprenais pas à l'époque. La voix de Maya était calme. Il vous manque. Ils ont beaucoup parlé de vous ces derniers jours. Plus que je ne l'aurais cru. Il vous manque, Maya, dit-il. Ils ont été perdus sans vous. J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai vraiment essayé de combler le vide que vous avez laissé, mais je ne peux pas comme vous l'avez fait. Et maintenant, il me demande de vous faire revenir. Maya prit une inspiration à l'autre bout. Je ne veux pas retourner dans un endroit où je ne suis pas la bienvenue. Vous seriez la bienvenue cette fois, dit-il fermement. À vos conditions. Sans restriction.
Sans condition sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas dire à mes enfants. Je ne suis plus cet homme. Un moment passa, puis un autre. Finalement, Maya dit doucement, je vais y réfléchir. Je prendrai en charge votre transport. Tout ce dont vous avez besoin, dit Alexander rapidement. S'il vous plaît, considérez-le. Elle ne promit rien. Elle ne raccrocha pas non plus avec colère. Ils se dirent au revoir tranquillement, et Alexander posa le téléphone, le cœur battant plus fort que jamais dans n'importe quelle salle de conseil. 3 jours plus tard, Maya se tenait sur le porche de la propriété Reed, sa valise à la main. Elle hésita avant de sonner, s'attendant peut-être à un majordome ou à un membre du personnel. Mais la porte s'ouvrit presque instantanément. Et il était là. Alexander, pas en blazer, pas de présence intimidante, juste un homme en chemise boutonnée simple et en pantalon. Les yeux fatigués mais plus doux qu'auparavant. Maya, dit-il, sa voix basse. Merci d'être venu. Elle entra prudemment, balayant du regard l'endroit. L'air semblait différent, plus calme, pas lourd de pression comme avant. Du couloir vint un fort halètement. Mademoiselle Maya. Ben et Théo dévalèrent les escaliers pieds nus, leurs petits bras l'enlaçant fermement autour de ses jambes. Elle rit, un son qu'aucun des garçons n'avait entendu depuis des semaines. Vous avez déjà grandi, tous les deux, dit Maya, s'accroupissant pour les serrer tous les deux dans ses bras. Alexander observait de côté, les bras croisés, la culpabilité gravée derrière ses yeux. Lorsque les garçons disparurent vers la cuisine pour lui chercher des biscuits, il s'avança. J'ai revu cette nuit encore et encore, dit-il. Et j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas seulement votre prière que je détestais. C'était la paix dans leurs yeux quand ils la prononçaient. Je ne la comprenais pas. J'en étais jaloux. Maya cligna des yeux, surprise par l'honnêteté. J'ai vécu toute ma vie selon les faits, Maya. Les résultats, les chiffres, ne croyant que ce que je pouvais prouver. Mais rien de ce que j'ai fait, ni mon argent, ni ma compagnie, ni ma parentalité attentive, n'a pu donner à ces garçons ce que vous leur avez donné en une prière de 2 minutes. Elle hocha lentement la tête. Ce n'était pas la prière. C'était la permission de faire son deuil, de ressentir, de croire. L'amour de leur mère n'a pas disparu. Alexander baissa la tête. Pouvez-vous me pardonner? Maya l'étudia un long moment. Puis lentement, elle hocha la tête. Oui, mais ce n'est pas seulement mon pardon dont vous avez besoin. Plus tard ce soir-là, après le dîner, Maya se retrouva de nouveau assise sur le sol de la chambre des jumeaux. Le tapis avait toujours le même motif doux. Les jouets étaient un peu plus éparpillés, mais tout semblait familier. Alexander se tenait à l'embrasure de la porte, gêné, incertain. Ben leva les yeux. Papa, tu vas t'asseoir avec nous encore? Alexander s'avança et s'enfonça sur le tapis à côté d'eux. Si ça va. Théo sourit. C'est plus que ça va. Maya le regarda, cherchant son visage. Voudriez-vous la diriger ce soir? Demanda-t-elle doucement. Alexander hésita. Je ne suis pas sûr de savoir comment. Il n'y a pas de bonne façon, dit Maya. Juste de l'honnêteté. Les garçons tinrent ses mains de chaque côté. Il prit une inspiration, incertain si ce qu'il allait dire aurait un sens pour quelqu'un d'autre que lui. Salut, dit-il à voix haute, regardant le plafond. C'est moi. Je ne sais pas vraiment comment ça marche, mais si tu écoutes, Émilie, je veux que tu saches que les garçons vont bien. Ils sont plus forts que je ne l'aurais jamais imaginé. Il les regarda, puis de nouveau le plafond. Et j'essaie de l'être aussi. Il fit une pause. Aussi, je suis désolé de ne pas les avoir laissés te parler, d'avoir fait du deuil quelque chose qu'ils devaient cacher. Les larmes remplirent les yeux de Maya. Ben sourit doucement et murmura, je t'aime, maman. Théo hocha la tête, ajoutant, on t'aime. Puis le silence. Pas un silence vide, mais un silence rempli de souffle, de chaleur et de quelque chose d'inexplicable. Quand les garçons furent couchés, Alexander se tint dans le couloir avec Maya. Vous aviez raison, dit-il. Je n'essayais pas d'avoir raison, répondit Maya. Il sourit faiblement. J'étais trop dur, trop discipliné. Je pensais que le contrôle était la réponse. Il s'avère que la douceur est tout aussi importante. Maya le regarda attentivement. Alors, quoi maintenant? Je veux que vous restiez, dit-il simplement. Pas seulement comme nounou, comme quelqu'un en qui ils ont confiance et en qui j'ai confiance. Ses yeux brillèrent. À mes conditions? Il hocha la tête. Absolument. Elle inclina la tête. Cela inclura les prières du soir. Il rit. Je ne l'aurais pas autrement. Juste au moment où Maya se tournait pour partir pour la nuit, les garçons sortirent de leur chambre. Papa, demanda Ben. Oui, mon grand. Merci d'avoir demandé à mademoiselle Maya de revenir. Théo ajouta, meilleure prière de tous les temps. Alexander sourit, et cette fois, cela atteignit ses yeux. Meilleure décision que j'ai prise depuis longtemps, très longtemps. Le matin après le retour de Maya, la maison semblait différente. Pas seulement pour les garçons, mais pour Alexander lui-même. Il y avait un doux murmure de paix dans l'air. Pour la première fois depuis des semaines, les jumeaux se réveillèrent seuls, se rendirent à la cuisine et saluèrent leur père avec des sourires doux et les cheveux en bataille. Il était déjà là, retournant maladroitement des pancakes, portant un tablier qui semblait étrangement déplacé sur son pantalon ajusté. Bonjour, les garçons, dit-il. Théo jeta un coup d'œil par-dessus le comptoir. Ce sont des pépites de chocolat. J'ai peut-être un peu exagéré, admit Alexander. Ben inclina la tête. Tu as brûlé les derniers. Alexander rit.
Ne me le rappelle pas, Maya entra quelques instants plus tard. Sa présence était comme une brise traversant la pièce, douce, constante, apaisante. Elle portait un simple jean et une blouse bleue. Ses boucles attachées, les yeux vifs et chaleureux. « Vous cuisinez » demanda-t-elle à Alexander, levant un sourcil. « J'essaie » corrigea Théil. Ça sent l'enthousiasme, taquina Théel. Ils s'assirent tous ensemble à table, un moment rare. Même avant la mort d'Émilie, Alexander avait toujours mangé séparément, occupé par des conférences téléphoniques ou les marchés internationaux. Mais maintenant, il était là, regardant les garçons raconter des histoires amusantes entre les bouchées. Théo se pencha sur la table en plein rire. « Papa, devine quoi ? Ben a raconté une blague au petit déjeuner. »« Ah, oui. » Alexander sourit. « Raconte. » Ben sourit. « Pourquoi le pancake est-il allé en thérapie ? » ?»« Pourquoi ? » demanda Alexander. « Parce qu'il se sentait plat. » Maya rit la première, puis Théo, puis Alexander, secouant la tête avec un air de désespoir simulé. Après le petit déjeuner, les garçons allèrent dans le jardin, leur vaisseau spatial joué à la main. Maya commença à ranger, mais Alexander resta assis, remuant les restes de son café. « Je ne sais pas combien de temps ça va durer, dit-il doucement. Maya le regarda. « Que voulez-vous dire ? Cette paix, ce calme. Une partie de moi attend toujours que ça s'effondre de nouveau. » Maya essuya ses mains sur une serviette. « Alexander, la paix n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. C'est quelque chose que l'on pratique. Les garçons s'adaptent parce qu'ils se sentent de nouveau en sécurité. Ce n'est pas un hasard. C'est vous qui êtes là. » Il hésita, sa voix plus basse maintenant. « Je n'avais juste pas réalisé à quel point ils avaient peur de moi. » Maya s'approcha et s'assit en face de lui. « Vous n'étiez pas cruel, dit-elle doucement. Vous souffriez. Vous essayez de contrôler votre douleur en contrôlant tout le reste. Je l'ai déjà vu. Des parents qui ont peur de ressentir, alors ils demandent à leurs enfants de ne pas ressentir non plus. » Alexander détourna le regard. « Vous ne leur avez jamais appris à pleurer, continua-t-elle. Mais ils devaient le faire, et vous avez de la chance qu'ils aient trouvé un moyen de le faire sans s'effondrer. » Il hocha lentement la tête, les yeux brillants mais sans céder. Plus tard cet après-midi-là, Alexander regarda depuis la fenêtre du haut les jumeaux jouer dans l'herbe. Ils construisaient un site de lancement de fusées imaginaire avec des pierres de jardin et des bâtonnets de glace. Maya était assise à proximité avec un livre, jetant occasionnellement un coup d'œil pour leur rappeler de ne pas creuser trop profondément. Il ne les regardait pas seulement. Il les étudiait. Leur joie, leur aisance, la façon dont ils se déplaçaient comme s'ils appartenaient de nouveau au monde. Il réalisa qu'il n'avait pas seulement été un père absent. Il avait été émotionnellement inaccessible. Plus tard, lorsque Maya rentra pour préparer les collations, Alexander la rencontra dans le couloir. « Il y a quelque chose que je n'ai pas encore dit aux garçons, dit-il. » Maya se tourna vers lui. « Je ne suis pas allé sur la tombe d'Émilie depuis l'enterrement. Pas une seule fois. » L'expression de Maya s'adoucit. « Ce n'est pas inhabituel, Alexander. Le deuil n'est pas linéaire. Je sais, mais je pense que c'est le moment. Je veux emmener les garçons. Je pense que c'est quelque chose que nous devons faire ensemble. » Maya hocha la tête. « Voulez-vous que je vienne ? » Il fit une pause. « Voulez-vous ? » Bien sûr. Le lendemain matin, sous un ciel couvert, Alexander conduisit les trois, les garçons et Maya, au cimetière à la périphérie de la ville. Les garçons étaient exceptionnellement silencieux sur le siège arrière, chacun tenant un petit bouquet de fleurs sauvages cueillies à la main. Lorsqu'ils arrivèrent, le portail grinça en s'ouvrant. Alexander se gara sous un vieux chêne et sortit lentement, son souffle visible dans l'air froid du matin. Ils marchèrent ensemble sur le sentier étroit, Maya tenant la main de Théo, Alexander guidant Ben. Lorsqu'ils atteignirent la modeste pierre tombale, en marbre blanc gravé de « Emily Grace Reed, épouse et mère bien-aimée », les garçons restèrent immobiles, la tête légèrement inclinée. Alexander parla le premier. « Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à venir ici », murmura-t-il. Maya se tenait à une distance respectueuse derrière, leur laissant de l'espace. Ben déposa son bouquet. « Salut, maman. Tu nous manques. » Théo ajouta « On te parle tous les soirs maintenant. J'espère que tu nous entends. » Les mains d'Alexander tremblèrent alors qu'il tendait la main et brossait une feuille de la pierre. J'ai essayé d'être fort. Trop fort pour eux. Pour moi-même, mais j'ai appris quelque chose. La force, ce n'est pas faire semblant de ne pas ressentir. C'est se laisser ressentir et se relever quand même. Sa voix se brisa légèrement. J'ai fait des erreurs. J'ai repoussé des gens. Des gens qui essayaient juste d'aider. Il regarda par-dessus son épaule Maya. Elle rencontra son regard. Je veux faire mieux, dit-il. Pour eux. Pour vous ? Pour moi. Le vent se leva. Les feuilles bruissèrent doucement. On aurait dit qu'Émilie était là. Ben leva les yeux. Papa ? Oui. On peut revenir ici un jour et lui parler ? Alexander hocha la tête. Aussi souvent que vous voulez. Ils s'attardèrent un peu plus longtemps. Les quatre ne disaient pas grand-chose, mais cela ne semblait pas vide. Cela semblait entier, complet. Ce soir-là, après que les garçons eurent dormi, Alexander s'assit sur le porche arrière avec Maya. Les étoiles perçaient le ciel bleu marine, et le son lointain des grillons remplissait le silence. Je crois qu'aujourd'hui est le premier jour où j'ai lâché prise, dit-il. Maya hocha la tête. Vous n'avez plus à tout porter seul. Il la regarda, les yeux sincères.
Vous leur avez donné quelque chose que je n'aurais jamais pu, et vous m'avez donné quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin. Maya sourit doucement. Vous vous l'êtes donné à vous-même. J'étais juste là pour vous rappeler comment. Il se pencha en arrière dans sa chaise, regardant le ciel. Je ne sais pas si je crois en la prière, dit-il. Mais je crois en la guérison. C'est un début, murmura Maya. Et pour la première fois depuis la mort d'Emily, Alexander Reed ferma les yeux, non pas pour bloquer le monde, mais pour le respirer. Le samedi matin arriva avec un soleil doré inondant les larges fenêtres de la propriété Reed. L'odeur de muffins aux myrtilles flottait de la cuisine alors que Maya s'affairait avec aisance, son tablier saupoudré de farine, fredonnant un vieil air de gospel. Elle n'avait pas chanté comme ça depuis des années. Pas depuis avant le déménagement, pas depuis la perte de son jeune frère à cause de la maladie. Mais quelque chose dans cette maison, dans ces garçons, fit revenir les chansons. Alexander entra dans la cuisine juste au moment où elle posait une assiette. Il semblait reposé, plus doux. Son armure habituelle de contrôle, les costumes impeccables, le ton sec s'était progressivement effilé. Vous venez de fredonner, demanda-t-il avec un demi-sourire. Je suppose que oui, répondit-elle, surprise elle-même. Je ne crois pas avoir déjà entendu quelqu'un fredonner dans cette maison, dit-il, glissant sur un tabouret au comptoir. C'est étrangement réconfortant. Maya sourit. Alors peut-être que la maison en avait besoin. Ben et Théo dévalèrent les escaliers quelques instants plus tard, leurs pieds chaussettes glissant sur le parquet. Mademoiselle Maya, papa a dit qu'on pouvait aller au parc aujourd'hui. Alexander hocha la tête. Je pensais que ça ferait du bien de prendre l'air. On peut apporter les cerfs-volants, demanda Théo, les yeux grands ouverts d'espoir. Bien sûr, dit Maya. Le parc n'était qu'à 15 minutes en voiture, niché à côté d'un petit lac bordé de saules pleureurs et de bancs en bois. C'était un endroit préféré d'Emily. Elle y amenait les jumeaux avant même qu'ils ne puissent marcher, les reposant sur une couverture sous les arbres pendant qu'elle esquissait dans son carnet. Quand ils arrivèrent, le vent était parfait, constant, mais joueur. Les garçons coururent devant, cerfs-volants à la main, les ficelles se déroulant comme des rires derrière eux. Maya et Alexander suivirent à un rythme plus lent, l'herbe crépitant sous leurs pieds. Je n'étais pas venu ici depuis, depuis qu'Emily est décédée, admit Alexander, balayant du regard le paysage familier. Elle dessinait ici, n'est-ce pas, demanda Maya. Il hocha la tête. Elle disait que les arbres lui rappelaient son enfance en Géorgie. Elle disait que les saules avaient l'air de pleurer pour le monde. Maya arrêta de marcher. Ils ne me semblent pas tristes. Ils ont l'air de porter des histoires. Des vieilles. Alexander sourit faiblement. Elle aurait aimé ça. Ils trouvèrent un banc près du lac où ils pouvaient regarder les garçons courir en cercles étourdis avec leurs cerfs-volants. Pendant un moment, il n'y eut rien d'autre que le vent et les cris de joie de l'enfance. Puis Maya demanda, savent-ils beaucoup de choses sur elle? Sur Emily, je veux dire. Alexander expira lentement. Des bribes. Je leur ai dit ce que je pensais qu'ils pouvaient supporter, mais j'ai été trop prudent, trop réservé. Vous pensez que si vous leur racontez toute l'histoire, ça fera plus mal, dit Maya. Oui, admit-il. Et non, je pense que ça me fera plus mal à moi. Maya le regarda gentiment. Ils n'ont pas seulement besoin de faits, ils ont besoin d'elle. Le son de son rire. La façon dont elle dansait quand personne ne regardait. Les histoires que vous seuls pouvez leur donner. Il hocha la tête, les yeux brillants. Vous avez raison. Commencez petit, l'encouragea T.L. Une histoire au coucher, un souvenir, un moment. C'est tout ce qu'il faut. Ce soir-là, après que les garçons se furent baignés et glissés dans leurs pyjamas, ils se blottirent de chaque côté d'Alexander dans le coin lecture. La pièce sentait la lavande et les vieux livres. Maya s'appuya contre le cadre de la porte, observant silencieusement. Les garçons, commença Alexander, s'éclaircissant la gorge. Vous vous souvenez de cette fois où nous sommes allés à la plage avec maman? Les yeux de Ben s'illuminèrent. Où elle a enterré Théo dans le sable jusqu'au cou? Alexander rit. Exactement. Et tu pensais qu'il serait coincé là pour toujours? Théo ricana. Elle m'a dit que des crabes allaient me grignoter les oreilles. C'est vrai, hocha Alexander, souriant. Elle taquinait toujours. Mais vous vous souvenez de ce qu'elle a fait juste avant notre départ ce jour-là? Les garçons réfléchirent un instant. Elle a ramassé un coquillage et a chuchoté dedans, dit Ben. Alexander hocha la tête. Elle disait que chaque coquillage contient le dernier murmure de la mer. Et que si on écoutait attentivement, on pouvait entendre l'océan nous manquer quand on partait. Théo cligna des yeux. Je me souviens de ça. Elle disait que nous appartenions aux vagues, ajouta Ben. La voix d'Alexander devint plus basse. C'était elle, toujours à trouver de la poésie dans l'ordinaire. Le silence tomba dans la pièce, doux et épais comme une couverture. Et puis quelque chose de surprenant se produisit. Le visage d'Alexander trembla. Sa mâchoire se serra. Ses yeux s'embuèrent. Il baissa les yeux, essaya de cligner pour chasser les larmes, mais une seule s'échappa. Ben leva la main, toucha doucement la joue de son père. Papa, tu pleures? Maya s'avança mais n'interrompit pas, non, murmura Théo. Il ne pleure pas, Maya. Il se souvient. Et à ce moment-là, Alexander ne les corrigea pas. Il ne l'expliqua pas. Il laissa simplement faire. Plus tard, après que les garçons se furent endormis, Alexander trouva Maya dans la cuisine, préparant du thé. Vous aviez raison, dit-il. Maya sourit, sans lever les yeux. À propos de quoi cette fois? Des histoires.
Sur le fait qu'ils ont besoin d'elle, même si ça fait mal. Et moi aussi. Maya versa 2 tasses, lui en tendit une. Vous faites le travail. C'est ce qui compte. Il hocha la tête, puis hésita. Maya, il y a quelque chose à quoi je pensais. Elle leva un sourcil. Ça a l'air sérieux. Je veux faire quelques changements, dit-il. À cette maison, à cette vie. Je ne veux pas que les garçons grandissent en pensant que l'amour est quelque chose de silencieux et de privé. Je veux qu'ils le voient, l'entendent, le ressentent. Et à quoi cela ressemble-t-il pour vous, demanda-t-elle. Il baissa les yeux vers son thé, puis la regarda. Ça ressemble à des dîners ensemble. Des promenades au parc. Des histoires du soir qui ne se terminent pas quand les lumières s'éteignent. Et ça ressemble à quelqu'un comme vous qui reste. Pas seulement comme nous. Maya se figea. Alexander, je ne vous demande rien de plus que votre présence, dit-il rapidement. Restez. Continuez d'être la voix en qui ils ont confiance, la chaleur dont ils ont besoin. Et peut-être, si vous le pouvez, continuez de fredonner ces chansons. Maya rit doucement. Vous n'êtes pas aussi compliqué que vous le pensez. Est-ce un oui, demanda-t-il. Elle ne répondit pas, mais elle ne dit pas non plus. Et alors qu'elle éteignait les lumières de la cuisine, elle dit, prenons ça un vendredi soir à la fois. Alexander sourit. C'était suffisant pour l'instant. Cela faisait 3 semaines que la soirée familiale était devenue une tradition dans la maison Reed. Ce qui avait commencé comme une tentative unique de reconnexion s'était transformé en quelque chose de sacré, une soirée que les garçons attendaient avec impatience, pour laquelle le personnel ajustait ses horaires, et qu'Alexander lui-même protégeait dans son calendrier avec une résolution inhabituelle. Les vendredis soirs n'étaient plus seulement une pause du travail. C'était une déclaration. Cette famille compte. Mais en dehors du cocon chaleureux de la maison, le monde n'avait pas fait de pause. L'entreprise d'Alexander, Reed Technologies, se préparait à une acquisition majeure. Le conseil d'administration le pressait de reprendre les opérations à plein temps. Sa boîte de réception débordait de contrats, de notes d'information et d'invitations urgentes. Mais pour la première fois de sa carrière, Alexander ne se précipita pas pour répondre. Au lieu de cela, il était occupé à aider Théo à choisir des étoiles phosphorescentes pour le plafond de leur chambre et à débattre si l'ami imaginaire de Ben, le capitaine barre d'oreiller, méritait sa propre place à table. Pourtant, tout le monde n'était pas ravi de ce changement. C'est lors d'un petit déjeuner du samedi que le coup frappa, net, rapide, impatient. Maya ouvrit la porte et trouva Vanessa Langford, l'assistante exécutive de longue date d'Alexander, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine et d'une expression qui aurait pu briser du verre. Monsieur Reed est-il disponible, demanda Vanessa. Il est dans le salon avec les garçons, répondit Maya, prudente. Vanessa entra, ses talons résonnant comme des coups de marteau sur le marbre. Alexander apparut quelques instants plus tard, tenant une boîte de jus et ayant tout l'air d'un père pris au dépourvu. Vanessa, dit-il, surpris. Que faites-vous ici un week-end? Nous devons parler, dit-elle fermement. Maintenant. Il la conduisit au bureau. Maya resta en retrait mais écouta en se déplaçant tranquillement dans la cuisine à proximité. Le conseil d'administration est inquiet, commença Vanessa. Vous avez sauté des réunions, délégué des décisions majeures et esquivé les demandes de la presse. Cette acquisition est trop importante pour que vous disparaissiez. Je n'ai pas disparu, répondit calmement Alexander. Je suis juste en train de redéfinir mes priorités. Les sourcils de Vanessa se levèrent. En jouant à la maison. Son expression s'assombrit. Surveillez votre ton. Vous n'êtes pas vous-même, dit-elle, ignorant l'avertissement. L'Alexander que je connais n'a jamais laissé l'émotion interférer avec les affaires. Il se leva. Peut-être que c'est ça le problème. Peut-être que cette version de moi n'était pas durable. Vanessa plissa les yeux. S'agit-il de la nounou? Il se figea. Il s'agit de mes fils et du fait que pour la première fois depuis la mort d'Emily, je suis réellement là pour eux. Reed Technologies? J'ai construit cette entreprise pour leur offrir un avenir, dit-il, la voix montant. À quoi bon si je sacrifie le présent pour le faire? Vanessa le regarda, stupéfaite. Finalement, elle dit froidement, vous perdrez la confiance du conseil si cela continue. Alors peut-être que ce n'est pas le bon conseil. Plus tard ce soir-là, après que les garçons se furent couchés et que la maison se fut installée dans son rythme tranquille, Alexander trouva Maya sur le porche arrière, sirotant une tisane à la camomille sous une guirlande de lumière chaude. Elle avait raison, vous savez, dit-il, s'asseyant à côté d'elle. Vanessa, demanda Maya. Elle n'avait pas l'air particulièrement chaleureuse. Elle craint que je ne jette par-dessus bord tout ce que j'ai construit. Maya le regarda. Est-ce le cas? Il y réfléchit. Non, je réalise juste que j'ai tout construit sans équilibre. J'ai travaillé si dur pour créer un avenir. J'ai oublié de vivre le présent. J'ai oublié que mes garçons ont besoin de moi, pas de mon succès. Maya hocha la tête. Rien ne remplace la présence. J'ai toujours été terrifié d'être un père qui échoue, admit-il. Alors, j'ai surcompensé avec des règles, avec la structure, avec le contrôle. Je pensais que le deuil était quelque chose que l'on déjouait, mais ce n'est pas le cas. Elle se tourna vers lui. C'est quelque chose avec lequel on s'assoit. On survit, et vous le faites. Il la regarda longuement. Et vous? Qu'est-ce qui vous maintient enraciné? Maya expira lentement. La foi, la mémoire, les personnes que j'ai perdues, les enfants dont j'ai pris soin, et dernièrement. Elle jeta un coup d'œil vers la chambre des garçons. L'amour. La gorge d'Alexander se serra.
Pensez-vous que nous pourrons un jour prononcer ce mot librement? Non pas avec peur, mais avec certitude. Elle n'hésita pas, nous le ferons quand le moment sera venu. Le lendemain matin, Alexander était assis dans le jardin avec les garçons. Le soleil filtrait à travers les branches. Ben tressait de l'herbe en quelque chose qui ressemblait à un bracelet. Théo parlait à une coccinelle. Papa, demanda Ben. Oui, mon grand. Tu penses que maman nous a envoyé mademoiselle Maya? Alexander regarda Maya, qui observait de loin avec un doux sourire. Il y réfléchit, à la fatalité, à la coïncidence et aux secondes chances. Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Mais je pense que maman serait contente qu'elle soit là. Théo leva les yeux. Tu penses que mademoiselle Maya restera pour toujours? Alexander regarda de nouveau Maya, leurs yeux se rencontrant. J'espère, dit-il doucement, qu'elle restera aussi longtemps que son cœur lui dira de le faire. Et sur ces mots, les garçons retournèrent à leur jeu. Le jardin se remplit de rire et de lumière et de quelque chose de plus fragile mais plus fort que tout ce qu'Alexander avait construit auparavant. L'appartenance. C'était un dimanche matin tranquille, le genre qui arrive comme une promesse murmurée. Les garçons dormaient encore. Leur chambre était une forteresse de peluche et de Lego éparpillés. L'odeur des brioches à la cannelle fraîche flottait dans les couloirs. Le fait de Maya, bien sûr. Alexander avait proposé d'aider, mais après avoir brûlé des toasts 2 jours de suite, il fut gentiment réaffecté à la vaisselle. Maya se tenait pieds nus dans la cuisine, se déplaçant avec aisance, une douce mélodie de gospel fredonnant sur ses lèvres. Elle ne savait pas qu'Alexander l'observait depuis l'embrasure de la porte. Tasse de café à la main, expression indéchiffrable. Il s'avança lentement. Vous fredonnez toujours quand vous êtes en paix. Elle jeta un coup d'œil en arrière, souriante. Pas toujours. Parfois je fredonne pour trouver la paix. Il hocha la tête. Ça semble fonctionner maintenant. Ils restèrent en silence complice pendant quelques instants. Le seul son, le minuteur du four qui tournait. Alexander finit par parler. Je pensais à quelque chose que vous avez dit l'autre soir à propos des gens qui guérissent quand ils sont vus. Maya se tourna, s'essuyant les mains sur un torchon. Oui. Il regarda par la fenêtre où le jardin brillait de rosée. J'ai passé tant d'années à cacher la douleur derrière la performance. Je savais comment gagner. Je ne savais pas comment ressentir. Vous ressentez maintenant, dit-elle doucement. Mais je ne sais pas quoi en faire. Vous n'avez rien à faire, dit-elle doucement. Laissez-le simplement être réel. Alexander posa sa tasse, plus fermement qu'il ne l'avait voulu. Mais si être réel les déçoit? Et si ça vous déçoit? La voix de Maya était constante. Vous n'êtes pas une déception, Alexander. Vous êtes un homme qui apprend à être présent. Il n'y a pas de manuel pour reconstruire un cœur brisé, mais vous commencez par être là. Avant qu'il ne puisse répondre, le son de petits pas résonna dans le couloir. Papa, mademoiselle Maya, venez vite, cria Théo, le souffle court. Ben traînait derrière, tenant quelque chose fermement dans ses petites mains. On a trouvé quelque chose dans la chambre de maman. Alexander et Maya les suivirent à l'étage, la curiosité fleurissant. La chambre d'Émilie était restée intacte depuis son décès, ses journaux encore soigneusement empilés sur la table de chevet. Son foulard drapé sur la chaise de la coiffeuse, son flacon de parfum prenant la poussière comme un fantôme silencieux. Vous êtes censés être ici, tous les deux, demanda Alexander doucement. On cherchait juste le collier de maman, dit Ben. Celui avec la pierre bleue. Théo dit, ça l'aide à se sentir proche d'elle. Maya lança un regard à Alexander, un regard qui disait, laissez-les faire. Les garçons se précipitèrent vers la table de chevet et tendirent un petit carnet relié de velours. On a trouvé son journal de prière, murmura Théo, les yeux grands ouverts. Alexander se figea. Il tendit la main lentement, prenant le carnet avec révérence. Il était usé sur les bords, la couverture douce par des années d'utilisation. Il l'ouvrit, le souffle coupé en voyant son écriture, penchée, belle, inimitable. Il feuilleta des pages de prières, de poèmes, de listes de choses pour lesquelles elle était reconnaissante. 15 mars, dit Ben. Sa première phrase aujourd'hui. Il a demandé où maman est-elle allée. Je lui ai dit que j'étais toujours prêt, même quand il ne pouvait pas me voir. Je pense qu'il a compris. 7 avril. J'ai peur. Les médecins font plus de tests, mais je prie pour la force d'Alexander. Il ne prie pas, mais moi si, assez pour nous deux. 10 juin. Les garçons grandissent tellement. Je crains qu'ils n'oublient le son de mon rire. J'espère qu'Alexander leur rappellera à quel point j'aime danser. Même quand personne ne regardait. Les mains d'Alexander tremblèrent. Maya posa les siennes sur les siennes. Elle a écrit pour vous, dit-elle doucement. Pour que vous vous souveniez. Pour que vous ressentiez. Il hocha la tête, incapable de parler. Ben tira sur sa manche. On peut le lire aussi? Alexander prit une profonde inspiration. Oui, mais ensemble. Ils s'assirent par terre, tous les quatre, et lurent des passages à voix haute. La voix de Maya remplit l'espace quand Alexander ne trouva pas la sienne. Les garçons écoutèrent avec admiration, entendant les mots de leur mère comme une chanson du passé. Je pense que les prières de maman fonctionnent toujours, dit Théo doucement, parce que maintenant nous avons mademoiselle Maya. Alexander regarda Maya, ses yeux larmoyants. Elle a demandé de la force et d'une manière ou d'une autre, vous êtes apparu. Plus tard ce jour-là, Maya était assise seule dans le jardin, le journal toujours posé sur ses genoux. Alexander s'approcha lentement, les mains dans les poches. Elle a aussi écrit sur vous, dit-il, s'asseyant à côté d'elle.
Maya jeta un coup d'œil. C'est vrai? Il hocha la tête. Elle vous a appelé une femme au feu tranquille. Elle a dit, vous aviez le genre de présence qui changerait une maison sans même élever la voix. Maya cligna des yeux, des larmes soudaines se formant. Elle me connaissait à peine. Elle vous a ressenti, dit Alexander, de la même manière que moi. Il y eut une pause, non pas gênante, mais lourde de sens. Je pense, dit-il lentement, que je suis en train de tomber amoureux de vous. Maya le regarda, son expression indéchiffrable. Je n'attends pas de vous que vous me disiez quoi que ce soit en retour, ajouta-t-il rapidement. Et je n'essaie pas de remplacer Émilie. Je ne pourrai jamais, mais ce que nous construisons, c'est réel et c'est lent, et je ne veux pas précipiter les choses. J'avais juste besoin de le dire à voix haute. Maya hocha la tête, sa voix douce. Merci de l'avoir dit. Et merci de ne pas me demander de me précipiter. Elle tendit la main et prit la sienne. Nous n'avons pas encore besoin de lui donner un nom, murmura-t-elle. Nous devons juste continuer à être là. Il lui serra doucement la main. Chaque jour. Ce soir-là, les garçons dessinaient de nouveau. Cette fois, ils avaient chacun une page du journal d'Émilie, copiant ses prières avec leur propre écriture. Non pas parce qu'on leur avait dit, mais parce qu'ils le voulaient. Alexander les regardait, la fierté gonflant sa poitrine. « Qu'est-ce que vous écrivez » demanda-t-il. Ben leva sa page. « J'ai écrit, chère maman, merci pour le ciel bleu et pour les câlins de mademoiselle Maya. » Théo ajouta, et j'ai écrit, merci à papa de rire de nouveau. Alexander ferma les yeux un instant, laissant les larmes venir silencieusement. La guérison ne venait pas par vagues. Elle venait en murmures, en brioche à la cannelle et en journaux usés. En histoire du soir et en nouveau départ, et dans le battement constant de l'amour qui revient, une respiration à la fois. C'était fin octobre, et les feuilles autour de la propriété ride étaient passées à l'or et au carmin. L'air portait cette odeur acrée fumée d'une saison qui change. Maya se tenait près de la fenêtre de la chambre des garçons, aidant Théo à boutonner sa petite chemise de flanelle tandis que Ben pliait soigneusement un avion en papier. « On va toujours au festival d'automne » demanda Théo, sautillant sur la pointe des pieds. « Oui, mon chou » répondit Maya, lissant son col. « Ton père est juste en train de prendre les billets. »« Il y a des pommes d'amour » intervint Ben, les yeux s'illuminant. Maya hocha la tête. « Et un champ de citrouilles, des promenades en charrette à foin, même un labyrinthe de maïs. » Théo haleta. « On se perd dans le labyrinthe ? » J'espère juste un petit peu, dit Alexander, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Il portait un jean et une veste marron qui le faisaient ressembler davantage à un oncle cool qu'au PDG d'un empire technologique. Ben leva les yeux. Tu vas nous faire la course dans le labyrinthe, papa ? Alexander sourit. Seulement si vous pensez pouvoir me battre. Les garçons poussèrent un cri de joie et coururent en bas, leur excitation résonnant dans les couloirs. Maya s'attarda derrière, faisant semblant de remettre la couverture sur l'un des lits. Alexander remarqua. Ça va ? Elle se tourna lentement, juste en train de tout assimiler. Il s'approcha pour se tenir à côté d'elle. Ensemble, ils regardèrent les garçons par la fenêtre alors qu'ils jouaient dans l'allée. Ça fait longtemps que cette maison n'a pas semblé vivante, murmura Maya. Alexander hocha la tête. J'avais oublié ce que ça faisait d'entendre de la joie dans ces murs. Elle hésita. Pensez-vous qu'elle serait d'accord avec ça ? Il n'eut pas besoin de demander de qui elle parlait. Il répondit doucement, je pense qu'elle est plus que d'accord. Je pense qu'elle est fière. Le festival d'automne était une explosion de couleurs et de bruit. Des familles remplissaient le parc, les rires se mêlant à l'odeur du maïs grillé et du caramel. Les garçons coururent devant, des petites citrouilles à la main, tandis que Maya et Alexander se promenaient derrière eux. C'était la première fois qu'ils apparaissaient en public ainsi, comme une unité. Pas seulement un père avec ses enfants, mais une famille. Plusieurs personnes reconnurent Alexander, bien sûr, mais il y prêtait à peine attention. Son attention restait fixée sur le sourire de Ben et la détermination de Théo à trouver la citrouille parfaite. Après la promenade en charrette à foin et la dégustation de cidre, ils s'approchèrent du labyrinthe de maïs. Il était plus grand que prévu, une étendue tissée de hautes tiges et de chemins sinueux. Théo attrapa la main de Maya. « Tu es dans notre équipe » déclara-t-il. « Papa et Ben sont l'autre équipe. » Maya rit. « On verra bien qui est le meilleur pour ne pas se perdre. » Alexander lui fit un semblant de révérence. « Que la chance vous soit favorable. » À l'intérieur du labyrinthe, les rires des garçons résonnaient entre les tiges. Maya et Théo prirent plusieurs mauvais chemins exprès, appréciant la bêtise. À un moment donné, Théo trébucha, et Maya le rattrapa, ses bras s'enroulant instinctivement autour de son petit corps. « Ça va » demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Tu me rattrapes toujours. » Son cœur se serra. Plus loin devant, Ben et Alexander se tenaient sous un rayon de soleil filtré. « Papa » dit Ben doucement. « Oui. »« J'aime quand mademoiselle Maya vient avec nous. » Alexander s'agenouilla. « Moi aussi, mon grand. » Ben leva les yeux, une expression sérieuse sur son petit visage. « Tu vas l'épouser. » Alexander rit, pris au dépourvu. « C'est une grande question. »« Mais tu veux ?» Alexander fit une pause. « Je tiens beaucoup à elle, et je veux qu'elle reste. Mais parfois les grands sentiments prennent du temps. Tu comprends ?» Ben hocha la tête pensivement. « Comme quand je n'étais pas prêt à enlever mes petits trous. »« Exactement comme ça, » dit Alexander. Ce soir-là, de retour à la maison, après que les garçons se furent endormis avec leur citrouille à leur côté, Maya trouva Alexander dans le bureau.
Il était assis sur le canapé avec un dossier ouvert sur ses genoux, mais il ne le lisait pas. J'aurais dû savoir que vous glisseriez du travail dans la soirée, taquina T.L. gentiment. Il leva les yeux, pris en flagrant délit. Elle entra et s'assit à côté de lui. Longue journée. Meilleure journée depuis longtemps, dit-il. Il y eut un battement de silence. Maya, commença-t-il, la voix plus basse maintenant, je dois vous demander quelque chose, et je veux que vous répondiez honnêtement. Elle se redressa. D'accord. Êtes-vous heureuse ici? La question lui tomba dans la poitrine comme une pierre. Je suis plus moi-même ici que je ne l'ai été depuis des années, dit-elle sincèrement. Mais je suis aussi consciente que cette vie, cette famille, est née du deuil. Cela complique les choses. Il hocha la tête. Je sais, mais le deuil ne signifie pas que nous sommes brisés. Cela signifie juste que nous avons aimé profondément. Elle baissa les yeux. C'est difficile de lâcher prise de la culpabilité, de la peur que je ne sois en fait en train d'empiéter sur un espace qui ne m'appartient pas. Alexander tendit la main et prit doucement la sienne. Cet espace n'appartient plus à Emily, dit-il. Et elle le savait. C'est pourquoi elle a écrit dans ce journal. Elle nous préparait à l'après. Et d'une manière ou d'une autre, ce monde vous incluait. Les yeux de Maya s'embuèrent. Je ne veux rien précipiter, dit-il. Je veux juste dire que si vous voulez rester à long terme, il y aura toujours une place pour vous ici. Pas en tant qu'employé, mais en tant que partie de nous. Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle se pencha vers lui, posant sa tête sur son épaule. Vous savez ce que j'aime dans cette maison, murmura-t-elle. Quoi? Elle fait de la place à la fois pour le deuil et la joie. C'est rare. Il expira profondément. Vous nous avez appris comment, murmura-t-il. Devant la fenêtre du bureau, le vent soufflait à travers les arbres, bruissant les feuilles restantes comme des histoires murmurées. La maison, autrefois si vide, pulsait maintenant d'un cœur tranquille et battant. Et tandis qu'Alexander tenait la main de Maya un peu plus fermement, il réalisa quelque chose de profond. La guérison n'était pas d'oublier la douleur. C'était de faire de la place pour que quelque chose de nouveau grandisse à côté. Le deuil ne partait pas. Il apprenait à s'asseoir tranquillement aux côtés de la joie et à la laisser chanter. La première chute de neige arriva tôt cette année-là, une inattendue couverture blanche déposée doucement sur les arbres, les tuiles des toits et les haies du domaine Reed. Elle arriva pendant la nuit, silencieuse et douce. Le genre de neige qui étouffe le monde dans l'immobilité. Les garçons se réveillèrent en piaillant, le visage collé aux vitres de leurs fenêtres. Ange de neige. Bataille de boules de neige, cria Théo, manquant de glisser sur le sol du couloir en chaussettes. On peut construire un fort, demanda Ben, tirant déjà son pull à l'envers sur sa tête. Alexander jeta un coup d'œil depuis sa chambre, amusé. Les garçons, il est à peine 6h30. Mais la neige, insista Théo, attrapant la main de son père. Maya était déjà dans la cuisine, fouettant du chocolat chaud sur la cuisinière. Elle avait un sixième sens pour les matins comme celui-ci, des moments qui appelaient à la chaleur avant le chaos. Elle se retourna juste à temps pour voir Théo entrer avec des gants dépareillés et un immense sourire. Il y a de la neige, mademoiselle Maya. Je l'ai entendu dire, sourit-elle. Le chocolat chaud est prêt. Vous en aurez besoin avant de sortir. Ben entra ensuite, tenant quelque chose derrière son dos. On a fait quelque chose pour vous. Pour moi? Maya s'accroupit. Ben sortit une petite carte en papier de construction avec des paillettes collées sur les bords et un dessin de 4 bonshommes allumettes se tenant la main. 2 petits, un grand et un avec des cheveux bouclés. C'est nous, dit-il fièrement. Vous faites partie de notre famille maintenant. Maya fixa la carte, sa gorge se serrant. Merci, mon chéri. Théo se pencha. Vous l'aimez? Je l'adore, murmura-t-elle. Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte, observant l'échange. Il n'avait jamais vu Maya pleurer auparavant, pas comme ça. Des larmes silencieuses, le genre qu'elle essayait de chasser rapidement, mais ne cachait pas. Elle se leva et croisa son regard. Ils sont incroyables. Vous l'êtes aussi, répondit-il simplement. Cet après-midi-là, le jardin devint un champ de bataille hivernale. Des batailles de boules de neige éclatèrent derrière des forts construits à la hâte. Maya poursuivait les garçons avec des boules de neige comiquement grandes tandis qu'Alexander prétendait négocier un cessez-le-feu derrière un couvercle de poubelle transformé en bouclier. À un moment donné, Théo glissa sur la neige et tomba à plat sur le dos. Maya se précipita, mais il riait déjà. Je suis tombé comme un pancake de neige, ricana-t-il. Ça va, demanda-t-elle. Je vais bien, dit-il, la regardant. Parce que vous êtes là. Quelque chose dans la façon dont il le dit la frappa. Pas seulement de l'affection désinvolte, c'était de la sécurité, de l'assurance. Ce soir-là, la maison était remplie du crépitement de la cheminée et du bruit des vêtements mouillés tournant dans le sèche-linge. Les garçons, épuisés, se blottissaient sous une couverture sur le canapé, regardant le Pôle Express. Alexander était assis à côté de Maya, leurs épaules se touchant à peine. J'ai vu votre visage tout à l'heure, dit-il doucement. Quand Ben vous a donné cette carte. Elle sourit doucement. Ça m'a prise au dépourvu. Il pensait chaque mot. Maya prit une inspiration. C'est étrange. J'ai déjà travaillé avec des familles, j'ai aimé des enfants, mais ça me semble différent. Comme si je ne faisais pas que remplir un rôle, comme si j'appartenais à eux aussi. C'est le cas, dit Alexander sans hésitation. Elle le regarda. Et à vous? Il ne broncha pas, oui. Ce n'était pas une grande confession, juste la vérité. Et à ce moment-là, c'était plus puissant que n'importe quelle déclaration.
Plus tard cette semaine-là, Maya se tenait au bord du chemin du jardin, son téléphone à l'oreille. La voix à l'autre bout était chaleureuse mais fatiguée. Maya, dit sa mère. J'attendais de tes nouvelles. Je sais, maman. Je suis désolé. Tu as l'air différente. Tu vas bien? Je vais plus que bien, répondit Maya. J'ai trouvé quelque chose. Ou peut-être que ça m'a trouvé. Elle hésita, choisissant ses mots. Je vis avec une famille. Le père a perdu sa femme l'année dernière. Il y a 2 garçons. Elle fit une pause. Ils m'ont volé le cœur. Sa mère resta silencieuse un instant. Puis, ils te traitent bien? Oui. Avec respect, avec gentillesse. Et tu l'aimes? Maya cligna des yeux, le mot flottant dans l'air. Je suis encore en train de le découvrir. Mais je sais ceci, quand je le regarde, je ne vois plus un homme brisé. Je vois un père qui essaie. Et quand je vois les garçons, je vois la guérison. Sa mère soupira. Tu as toujours porté la lumière, Maya. N'oublie juste pas d'en garder un peu pour toi. Je le ferai, dit-elle, des larmes piquant ses yeux. Ce vendredi-là, la soirée familiale arriva avec une nouvelle tournure. Ce soir, annonça Alexander, c'est la soirée du conte. Pas de film, juste de bonnes vieilles histoires. Les garçons huèrent en plaisantant, mais s'enthousiasmèrent rapidement lorsque Maya sortit une grande courte pointe et l'étendit au milieu du salon. Ils s'assirent tous ensemble sous sa chaleur. Alexander commença, c'est l'histoire d'un brave chevalier qui pensait n'avoir besoin de personne. Il a construit un château fait de règles et l'a rempli de silence. Théo l'interrompit. C'est un château triste. C'était le cas, hocha Alexander. Mais un jour, 2 petits dragons sont arrivés, bruyants, désordonnés et pleins de questions. Et puis une femme au feu dans le cœur a frappé à la porte. Qu'a fait le chevalier? Demanda Ben, les yeux grands ouverts. Il a eu peur au début, dit Alexander, jetant un coup d'œil à Maya. Mais lentement, il a ouvert la porte, et ensemble ils ont refait du château une maison. La pièce resta silencieuse un instant, l'histoire se posant comme de la poussière au soleil. Théo se blottit contre Maya. C'est mon histoire préférée. Ben bâilla. La mienne aussi. Maintenant, alors qu'il s'endormait sur le canapé, Maya regarda Alexander. Vous étiez vraiment ce chevalier. Il sourit. Et vous étiez le feu. Avant de se coucher, alors qu'Alexander bordait les garçons, Théo leva les yeux, endormi. Papa, oui. On peut rester ici pour toujours avec toi et mademoiselle Maya. Le cœur d'Alexander se serra. J'espère que oui, dit-il. Mais tu sais ce qui compte le plus. Théo cligna lentement des yeux. La maison n'est pas un lieu, dit Alexander. C'est celui qui te borde. Théo sourit. Alors on est déjà à la maison. Et à ce moment-là, Alexander y crut. Pour la première fois depuis la mort d'Émilie, il ne ressentait pas seulement de l'espoir, mais une complétude. Un nouveau chapitre ne faisait pas que commencer. Il était déjà en train de s'écrire. Nuit après nuit, histoire après histoire, dans les prières murmurées, le chocolat chaud renversé et les petites mains collantes, cherchant du réconfort. Le chagrin vivait encore dans les coins de la maison, mais le rire aussi. Et cela, Maya lui avait appris, c'était à cela que ressemblait la guérison. Pas parfaite, mais réelle. La première saison des fêtes depuis le décès d'Émilie s'approchait comme une marée douce qui caresse les bords de la maisonnée ride. Thanksgiving n'était que dans quelques jours, et l'air était rempli de cannelle, du doux crépitement des cheminées, et de quelque chose de tacite, une sorte d'anticipation enveloppée de fragilité. Maya se tenait sur un escabeau dans la salle à manger, accrochant délicatement des guirlandes au-dessus des fenêtres. Dehors, le jardin était bordé de givre. À l'intérieur, la chaleur se répandait de pièce en pièce sous forme de bougies parfumées, de rires et du bourdonnement de la vie qui se reconstruisait lentement. Alexander entra, tenant 2 tasses de thé. Vous décorez déjà. Maya lui sourit. Les traditions commencent quelque part. Autant commencer maintenant. Il lui tendit le thé. Vous avez transformé cette maison en un foyer. Elle descendit, acceptant la tasse. Je ne l'ai pas fait seul. Ils restèrent en silence, sirotant ensemble, regardant les jumeaux courir dans le couloir en cape de super-héros, leurs cris joyeux résonnant dans les couloirs. Avez-vous parfois l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Demanda Alexander doucement. Maya se tourna vers lui. Non, j'ai l'impression que nous vivons enfin la nôtre. La veille de Thanksgiving apporta sa propre énergie. Dindans décongélation, tartes refroidissant sur les rebords de fenêtres, et une liste que Maya avait scotchée sur le frigo intitulée « Ce pourquoi nous sommes reconnaissants ». Chaque membre de la famille avait écrit une chose chaque soir avant la fête. C'était l'idée de Ben. Sa dernière entrée, je suis reconnaissant que mademoiselle Maya lise avec des voix. Celle de Théo, je suis reconnaissant que papa sache maintenant faire des crêpes. Plus ou moins. La première entrée d'Alexander avait été brève, reconnaissant pour le rire, mais sa dernière disait, reconnaissant pour les deuxièmes chances. Celle de Maya était simple, reconnaissante pour l'appartenance. Cette nuit-là, après que les garçons se furent couchés, Alexander s'assit avec Maya dans le salon, triant de vieilles photographies qu'Émilie avait prises au fil des ans. Il en tint une. C'était une photo spontanée. Émilie assise dans le jardin, pieds nus, la tête renversée en riant, les garçons rampant sur elle comme des chiots. Je ne savais même pas que nous avions celle-ci, dit-il, la voix basse. Maya jeta un coup d'œil. Elle avait une façon de capturer la joie sans effort. Il hocha la tête. Je veux que les garçons se souviennent d'elle ainsi.
Pas malade, pas en train de s'éteindre, mais vivante, pleine de malice. Vous pouvez leur montrer ça, dit Maya. Vous êtes le gardien de ces histoires maintenant. Il passa une main dans ses cheveux. Certains jours, je me sens fort. D'autres jours, j'ai l'impression d'être une tour de verre maintenue avec du ruban adhésif. Le regard de Maya s'adoucit. Même les arbres forts plient sous le vent. Ce qui compte, c'est qu'ils restent enracinés. Il la regarda. Et vous? Qu'est-ce qui vous maintient enraciné? Maya expira lentement. La foi, la mémoire, les personnes que j'ai perdues, les enfants dont j'ai pris soin, et dernièrement. Elle jeta un coup d'œil vers la chambre des garçons. L'amour. La gorge d'Alexander se serra. Pensez-vous que nous pourrons un jour prononcer ce mot librement? Non pas avec peur, mais avec certitude. Elle n'hésita pas, nous le ferons quand le moment sera venu. Le matin de Thanksgiving, le soleil inondait les fenêtres et l'inévitable chaos des préparatifs. La cuisine sentait l'ail rôti et le romarin. Maya portait un tablier fariné, riant tandis que Théo remuait la purée de pommes de terre avec une cuillère trop grande pour lui. Ben se tenait sur un tabouret, ses petites mains formant des petits pains imparfaits à partir de la pâte. Alexander, en manches retroussées, arrosait la dinde et vérifiait la playlist que Maya avait préparée, du jazz doux et des classiques soul. La maison pulsait d'un rythme qui lui était propre. Juste avant le dîner, alors que les dernières touches étaient apportées, la sonnette retentit. C'était inattendu. Alexander s'essuya les mains et ouvrit la porte pour trouver sa sœur, Caroline, debout dans un manteau bordeaux, tenant une bouteille de vin et arborant un air d'incertitude prudente. Caroline, dit-il, surpris. Tu es venue? Elle offrit un sourire hésitant. Tu m'as invité. Il hocha la tête, s'écartant. Quand même, je n'étais pas sûr. Elle entra, ses yeux balayant la maison transformée. Il fait chaud ici. Je veux dire littéralement et autrement. Maya émergea de la cuisine, s'essuyant les mains. Bonjour, je suis Maya. Caroline tendit la main. J'ai entendu parler de vous. De bonnes choses, surtout de la part de deux garçons de 5 ans très enthousiastes. Maya rit. J'espère être à la hauteur de leur récit. Les yeux de Caroline s'adoucirent. Vous l'êtes déjà. Le dîner fut un mélange de tradition et de nouveaux départs. La table était pleine de nourriture, d'histoires, de souvenirs tacites. Caroline raconta des histoires d'enfance d'Alexander qui firent hurler de rire les garçons. Théo se déclara fièrement roi des pommes de terre. Ben renversa de la sauce au canneberge mais se rattrapa avec grâce. Après le dessert, alors que le crépuscule s'installait, ils s'assirent tous dans le salon avec des tasses de cidre, le feu crépitant doucement. Caroline se tourna vers Alexander. Je n'étais pas sûr que vous laisseriez jamais quelqu'un de nouveau entrer dans cette maison. Alexander regarda Maya. Je n'en étais pas sûr non plus. Caroline se pencha en avant. Mais je suis contente que vous l'ayez fait. Il hocha lentement la tête. Moi aussi. Ben grimpa sur les genoux d'Alexander. On peut redire ce pourquoi on est reconnaissant? Théo sauta. Oui. Encore une fois. Caroline commença. Je suis reconnaissante pour la famille qui grandit. Maya sourit. Je suis reconnaissante pour les secondes chances. Alexander regarda ses fils, puis Maya. Je suis reconnaissant pour ce que j'ai failli manquer. Ben dit, je suis reconnaissant pour les histoires. Théo hocha la tête. Et pour les crêpes de mademoiselle Maya. Ils rirent tous. Puis Théo demanda, Papa, on pourra toujours fêter Thanksgiving comme ça avec tout le monde? Alexander les serra dans ses bras. Oui, toujours. Et tandis que le feu crépitait et que la nuit enveloppait la maison comme un manteau protecteur, Maya sentit quelque chose changer. Non seulement dans la pièce, mais en elle-même. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus comme une visiteuse dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle faisait maintenant partie du récit, tissé, non pas comme une note de bas de page, mais comme un chapitre à part entière. Le chapitre où la guérison devenait un foyer. Le lendemain de Thanksgiving, la maison était remplie de ce genre de calme qui ne vient qu'après quelque chose de beau. La vaisselle était faite, les restes rangés, et le léger parfum de cannelle et de dinde rôtie persistait encore dans les coins. La neige avait recommencé à tomber, saupoudrant légèrement les haies à l'extérieur, tandis que les garçons étaient blottis sur le canapé sous une couverture partagée, gloussant devant un dessin animé du samedi matin. Alexander se tenait près de la fenêtre du bureau, une tasse de café noir à la main, regardant la cour tranquille. Derrière lui, Maya entra, les cheveux attachés en chignon lâche, portant une petite boîte dans ses bras. J'ai trouvé quelque chose au grenier, dit-elle doucement. Alexander se retourna, posant son café. Qu'est-ce que c'est? Maya posa la boîte sur le bureau. C'est étiqueté Emily, collège. Son souffle se coupa légèrement. Je n'ai pas vu cette boîte depuis des années. Elle recula, lui laissant de l'espace. Je n'étais pas sûr de devoir l'ouvrir, mais je me suis dit qu'aujourd'hui vous voudriez peut-être. Il hocha lentement la tête, soulevant le couvercle. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, Emily dans des pulls trop grands. Assise sur les marches d'une bibliothèque, ses cheveux plus longs et sauvages, quelques papiers jaunis, de vieilles lettres, un corsage séché, et puis, près du fond, un carnet relié en cuir. Alexander l'ouvrit délicatement. Ce n'était pas son journal cette fois. C'était sa poésie. Elle les écrivait le soir, murmura-t-il. Elle me les lisait quand nous avons commencé à sortir ensemble. J'ai oublié. Maya s'approcha. Elle avait une belle façon de manier les mots. Il en lut un à voix haute, sa voix basse, respectueuse. Si jamais je pars avant que tu ne le saches, ne construis pas de statue.
Apprends juste à nos garçons à rire la bouche grande ouverte. Dis-leur que je dansais pieds nus et que j'aimais sans peur. Laisse-les se souvenir de moi sous le soleil et les biscuits brûlés. Il s'arrêta, ravalant la soudaine boule dans sa gorge. Maya posa doucement une main sur son épaule. Elle a écrit pour vous, dit-elle doucement. Pour que vous vous souveniez. Pour que vous ressentiez. Il hocha la tête, incapable de parler. Ben tira sur sa manche. On peut le lire aussi? Alexander prit une profonde inspiration. Oui, mais ensemble. Ils s'assirent par terre, tous les quatre, et lurent des passages à voix haute. La voix de Maya remplit l'espace quand Alexander ne trouva pas la sienne. Les garçons écoutèrent avec admiration, entendant les mots de leur mère comme une chanson du passé. Je pense que les prières de maman fonctionnent toujours, dit Théo doucement, parce que maintenant nous avons mademoiselle Maya. Alexander regarda Maya, ses yeux larmoyants. Elle a demandé de la force et d'une manière ou d'une autre, vous êtes apparus. Plus tard ce jour-là, Maya était assise seule dans le jardin, le journal toujours posé sur ses genoux. Alexander s'approcha lentement, les mains dans les poches. Elle a aussi écrit sur vous, dit-il, s'asseyant à côté d'elle. Maya jeta un coup d'œil. C'est vrai? Il hocha la tête. Elle vous a appelé une femme au feu tranquille. Elle a dit, vous aviez le genre de présence qui changerait une maison sans même élever la voix. Maya cligna des yeux, des larmes soudaines se formant. Elle me connaissait à peine. Elle vous a ressenti, dit Alexander, de la même manière que moi. Il y eut une pause, non pas gênante, mais lourde de sens. Je pense, dit-il lentement, que je suis en train de tomber amoureux de vous. Maya le regarda, son expression indéchiffrable. Je n'attends pas de vous que vous me disiez quoi que ce soit en retour, ajouta-t-il rapidement. Et je n'essaie pas de remplacer Émilie. Je ne pourrai jamais, mais ce que nous construisons, c'est réel et c'est lent, et je ne veux pas précipiter les choses. J'avais juste besoin de le dire à voix haute. Maya hocha la tête, sa voix douce. Merci de l'avoir dit. Et merci de ne pas me demander de me précipiter. Elle tendit la main et prit la sienne. Nous n'avons pas encore besoin de lui donner un nom, murmura-t-elle. Nous devons juste continuer à être là. Il lui serra doucement la main. Chaque jour. Ce soir-là, les garçons dessinaient de nouveau. Cette fois, ils avaient chacun une page du journal d'Émilie, copiant ses prières avec leur propre écriture. Non pas parce qu'on leur avait dit, mais parce qu'ils le voulaient. Alexander les regardait, la fierté gonflant sa poitrine. Qu'est-ce que vous écrivez, demanda-t-il. Ben leva sa page. J'ai écrit, chère maman, merci pour le ciel bleu et pour les câlins de mademoiselle Maya. Théo ajouta, et j'ai écrit, merci à papa de rire de nouveau. Alexander ferma les yeux un instant, laissant les larmes venir silencieusement. La guérison ne venait pas par vagues. Elle venait en murmures, en brioche à la cannelle et en journaux usés. En histoire du soir et en nouveau départ, et dans le battement constant de l'amour qui revient, une respiration à la fois. C'était fin octobre, et les feuilles autour de la propriété ride étaient passées à l'or et au carmin. L'air portait cette odeur acrée fumée d'une saison qui change. Maya se tenait près de la fenêtre de la chambre des garçons, aidant Théo à boutonner sa petite chemise de flanelle tandis que Ben pliait soigneusement un avion en papier. On va toujours au festival d'automne, demanda Théo, sautillant sur la pointe des pieds. Oui, mon chou, répondit Maya, lissant son col. Ton père est juste en train de prendre les billets. Il y a des pommes d'amour, intervint Ben, les yeux s'illuminant. Maya hocha la tête. Et un champ de citrouilles, des promenades en charrette à foin, même un labyrinthe de maïs. Théo halta. On se perd dans le labyrinthe? J'espère juste un petit peu, dit Alexander, apparaissant dans l'embrasure de la porte. Il portait un jean et une veste marron qui le faisaient ressembler davantage à un oncle cool qu'au PDG d'un empire technologique. Ben leva les yeux. Tu vas nous faire la course dans le labyrinthe, papa? Alexander sourit. Seulement si vous pensez pouvoir me battre. Les garçons poussèrent un cri de joie et coururent en bas, leur excitation résonnant dans les couloirs. Maya s'attarda derrière, faisant semblant de remettre la couverture sur l'un des lits. Alexander remarqua. Ça va? Elle se tourna lentement, juste en train de tout assimiler. Il s'approcha pour se tenir à côté d'elle. Ensemble, ils regardèrent les garçons par la fenêtre alors qu'ils jouaient dans l'allée. Ça fait longtemps que cette maison n'a pas semblé vivante, murmura Maya. Alexander hocha la tête. J'avais oublié ce que ça faisait d'entendre de la joie dans ces murs. Elle hésita. Pensez-vous qu'elle serait d'accord avec ça? Il n'eut pas besoin de demander de qui elle parlait. Il répondit doucement, je pense qu'elle est plus que d'accord. Je pense qu'elle est fière. Le festival d'automne était une explosion de couleurs et de bruit. Des familles remplissaient le parc, les rires se mêlant à l'odeur du maïs grillé et du caramel. Les garçons coururent devant, des petites citrouilles à la main, tandis que Maya et Alexander se promenaient derrière eux. C'était la première fois qu'ils apparaissaient en public ainsi, comme une unité. Pas seulement un père avec ses enfants, mais une famille. Plusieurs personnes reconnurent Alexander, bien sûr, mais il y prêtait à peine attention. Son attention restait fixée sur le sourire de Ben et la détermination de Théo à trouver la citrouille parfaite. Après la promenade en charrette à foin et la dégustation de cidre, ils s'approchèrent du labyrinthe de maïs. Il était plus grand que prévu, une étendue tissée de hautes tiges et de chemins sinueux. Théo attrapa la main de Maya. Tu es dans notre équipe, déclara-t-il. Papa et Ben sont l'autre équipe. Maya rit. On verra bien qui est le meilleur pour ne pas se perdre. Alexander lui fit un semblant de révérence. Que la chance vous soit favorable. À l'intérieur du labyrinthe,
Les rires des garçons résonnaient entre les tiges. Maya et Théo prirent plusieurs mauvais chemins exprès, appréciant la bêtise. À un moment donné, Théo trébucha, et Maya le rattrapa, ses bras s'enroulant instinctivement autour de son petit corps. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Tu me rattrapes toujours. » Son cœur se serra. Plus loin devant, Ben et Alexander se tenaient sous un rayon de soleil filtré. « Papa, dit Ben doucement. »« Oui. J'aime quand mademoiselle Maya vient avec nous. » Alexander s'agenouilla. « Moi aussi, mon grand. » Ben leva les yeux, une expression sérieuse sur son petit visage. « Tu vas l'épouser. » Alexander rit, pris au dépourvu. « C'est une grande question. »« Mais tu veux ?» Alexander fit une pause. « Je tiens beaucoup à elle, et je veux qu'elle reste. Mais parfois les grands sentiments prennent du temps. Tu comprends ?» Ben hocha la tête pensivement. « Comme quand je n'étais pas prêt à enlever mes petits trous. »« Exactement comme ça, dit Alexander. » Ce soir-là, de retour à la maison, après que les garçons se furent endormis avec leur citrouille à leur côté, Maya trouva Alexander dans le bureau. Il était assis sur le canapé avec un dossier ouvert sur ses genoux, mais il ne le lisait pas. « J'aurais dû savoir que vous glisseriez du travail dans la soirée, » taquina-t-elle gentiment. Il leva les yeux, pris en flagrant délit. Elle entra et s'assit à côté de lui. « Longue journée. »« Meilleure journée depuis longtemps, » dit-il. Il y eut un battement de silence. « Maya, commença-t-il, la voix plus basse maintenant, je dois vous demander quelque chose, et je veux que vous répondiez honnêtement. » Elle se redressa. « D'accord. Êtes-vous heureuse ici ?» La question lui tomba dans la poitrine comme une pierre. « Je suis plus moi-même ici que je ne l'ai été depuis des années, » dit-elle sincèrement. « Mais je suis aussi consciente que cette vie, cette famille, est née du deuil. Cela complique les choses. » Il hocha la tête. « Je sais, mais le deuil ne signifie pas que nous sommes brisés. Cela signifie juste que nous avons aimé profondément. » Elle baissa les yeux. « C'est difficile de lâcher prise de la culpabilité, de la peur que je ne sois en fait en train d'empiéter sur un espace qui ne m'appartient pas. » Alexander tendit la main et prit doucement la sienne. « Cet espace n'appartient plus à Emily, dit-il. Et elle le savait. C'est pourquoi elle a écrit dans ce journal. Elle nous préparait à l'après. Et d'une manière ou d'une autre, ce monde vous incluait. » Les yeux de Maya s'embuèrent. « Je ne veux rien précipiter, dit-il. Je veux juste dire que si vous voulez rester à long terme, il y aura toujours une place pour vous ici. Pas en tant qu'employé, mais en tant que partie de nous. » Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle se pencha vers lui, posant sa tête sur son épaule. « Vous savez ce que j'aime dans cette maison, murmura-t-elle. Quoi ? Elle fait de la place à la fois pour le deuil et la joie. C'est rare. Il expira profondément. Vous nous avez appris comment, murmura-t-il. Devant la fenêtre du bureau, le vent soufflait à travers les arbres, bruissant les feuilles restantes comme des histoires murmurées. La maison, autrefois si vide, pulsait maintenant d'un cœur tranquille et battant. Et tandis qu'Alexander tenait la main de Maya un peu plus fermement, il réalisa quelque chose de profond. La guérison n'était pas d'oublier la douleur. C'était de faire de la place pour que quelque chose de nouveau grandisse à côté. Le deuil ne partait pas. Il apprenait à s'asseoir tranquillement aux côtés de la joie et à la laisser chanter. La première chute de neige arriva tôt cette année-là, une inattendue couverture blanche déposée doucement sur les arbres, les tuiles des toits et les haies du domaine Reed. Elle arriva pendant la nuit, silencieuse et douce. Le genre de neige qui étouffe le monde dans l'immobilité. Les garçons se réveillèrent en piaillant, le visage collé aux vitres de leurs fenêtres. Ange de neige. Bataille de boules de neige, cria Théo, manquant de glisser sur le sol du couloir en chaussettes. On peut construire un fort, demanda Ben, tirant déjà son pull à l'envers sur sa tête. Alexander jeta un coup d'œil depuis sa chambre, amusé. Les garçons, il est à peine 6h30. Mais la neige, insista Théo, attrapant la main de son père. Maya était déjà dans la cuisine, fouettant du chocolat chaud sur la cuisinière. Elle avait un sixième sens pour les matins comme celui-ci, des moments qui appelaient à la chaleur avant le chaos. Elle se retourna juste à temps pour voir Théo entrer avec des gants dépareillés et un immense sourire. « Il y a de la neige, mademoiselle Maya. »« Je l'ai entendu dire, » sourit-elle. « Le chocolat chaud est prêt. Vous en aurez besoin avant de sortir. » Ben entra ensuite, tenant quelque chose derrière son dos. « On a fait quelque chose pour vous. »« Pour moi. » Maya s'accroupit. Ben sortit une petite carte en papier de construction avec des paillettes collées sur les bords et un dessin de 4 bonshommes allumettes se tenant la main. 2 petits, un grand et un avec des cheveux bouclés. « C'est nous, dit-il fièrement. Vous faites partie de notre famille maintenant. » Maya fixa la carte, sa gorge se serrant. « Merci, mon chéri. » Théo se pensa. « Vous l'aimez ? » ?»« Je l'adore, murmura-t-elle. Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte, observant l'échange. Il n'avait jamais vu Maya pleurer auparavant, pas comme ça. Des larmes silencieuses, le genre qu'elle essayait de chasser rapidement, mais ne cachait pas. Elle se leva et croisa son regard. « Ils sont incroyables. »« Vous l'êtes aussi, » répondit-il simplement. Cet après-midi-là, le jardin devint un champ de bataille hivernale. Des batailles de boules de neige éclatèrent derrière des forts construits à la hâte. Maya poursuivait les garçons avec des boules de neige comiquement grandes tandis qu'Alexander prétendait négocier un cessez-le-feu derrière un couvercle de poubelle transformé en bouclier. À un moment donné, Théo glissa sur la neige et tomba à plat sur le dos. Maya se précipita, mais il riait déjà. « Je suis tombé comme un pancake de neige, ricana-t-il.
ça va, demanda-t-elle. Je vais bien, dit-il, la regardant. Parce que vous êtes là. Quelque chose dans la façon dont il le dit la frappa. Pas seulement de l'affection désinvolte, c'était de la sécurité, de l'assurance. Ce soir-là, la maison était remplie du crépitement de la cheminée et du bruit des vêtements mouillés tournant dans le sèche-linge. Les garçons, épuisés, se blottissaient sous une couverture sur le canapé, regardant le Pôle Express. Alexander était assis à côté de Maya, leurs épaules se touchant à peine. J'ai vu votre visage tout à l'heure, dit-il doucement. Quand Ben vous a donné cette carte. Elle sourit doucement. Ça m'a prise au dépourvu. Il pensait chaque mot. Maya prit une inspiration. C'est étrange. J'ai déjà travaillé avec des familles, j'ai aimé des enfants, mais ça me semble différent. Comme si je ne faisais pas que remplir un rôle, comme si j'appartenais à eux aussi. C'est le cas, dit Alexander sans hésitation. Elle le regarda. Et à vous? Il ne broncha pas, oui. Ce n'était pas une grande confession, juste la vérité. Et à ce moment-là, c'était plus puissant que n'importe quelle déclaration. Plus tard cette semaine-là, Maya se tenait au bord du chemin du jardin, son téléphone à l'oreille. La voix à l'autre bout était chaleureuse mais fatiguée. Maya, dit sa mère. J'attendais de tes nouvelles. Je sais, maman. Je suis désolé. Tu as l'air différente. Tu vas bien? Je vais plus que bien, répondit Maya. J'ai trouvé quelque chose. Ou peut-être que ça m'a trouvé. Elle hésita, choisissant ses mots. Je vis avec une famille. Le père a perdu sa femme l'année dernière. Il y a 2 garçons. Elle fit une pause. Ils m'ont volé le cœur. Sa mère resta silencieuse un instant. Puis, ils te traitent bien? Oui. Avec respect, avec gentillesse. Et tu l'aimes? Maya cligna des yeux, le mot flottant dans l'air. Je suis encore en train de le découvrir. Mais je sais ceci, quand je le regarde, je ne vois plus un homme brisé. Je vois un père qui essaie. Et quand je vois les garçons, je vois la guérison. Sa mère soupira. Tu as toujours porté la lumière, Maya. N'oublie juste pas d'en garder un peu pour toi. Je le ferai, dit-elle, des larmes piquant ses yeux. Ce vendredi-là, la soirée familiale arriva avec une nouvelle tournure. Ce soir, annonça Alexander, c'est la soirée du conte. Pas de film, juste de bonnes vieilles histoires. Les garçons huèrent en plaisantant, mais s'enthousiasmèrent rapidement lorsque Maya sortit une grande courte pointe et l'étendit au milieu du salon. Ils s'assirent tous ensemble sous sa chaleur. Alexander commença, c'est l'histoire d'un brave chevalier qui pensait n'avoir besoin de personne. Il a construit un château fait de règles et l'a rempli de silence. Théo l'interrompit. C'est un château triste. C'était le cas, hocha Alexander. Mais un jour, 2 petits dragons sont arrivés, bruyants, désordonnés et pleins de questions. Et puis une femme au feu dans le cœur a frappé à la porte. Qu'a fait le chevalier, demanda Ben, les yeux grands ouverts. Il a eu peur au début, dit Alexander, jetant un coup d'œil à Maya. Mais lentement, il a ouvert la porte, et ensemble ils ont refait du château une maison. La pièce resta silencieuse un instant, l'histoire se posant comme de la poussière au soleil. Théo se blottit contre Maya. C'est mon histoire préférée. Ben bâilla. La mienne aussi. Maintenant, alors qu'il s'endormait sur le canapé, Maya regarda Alexander. Vous étiez vraiment ce chevalier. Il sourit. Et vous étiez le feu. Avant de se coucher, alors qu'Alexander bordait les garçons, Théo leva les yeux, endormi. Papa, oui. On peut rester ici pour toujours avec toi et mademoiselle Maya? Le cœur d'Alexander se serra. J'espère que oui, dit-il. Mais tu sais ce qui compte le plus. Théo cligna lentement des yeux. La maison n'est pas un lieu, dit Alexander. C'est celui qui te borde. Théo sourit. Alors on est déjà à la maison. Et à ce moment-là, Alexander y crut. Pour la première fois depuis la mort d'Émilie, il ne ressentait pas seulement de l'espoir, mais une complétude. Un nouveau chapitre ne faisait pas que commencer. Il était déjà en train de s'écrire. Nuit après nuit, histoire après histoire, dans les prières murmurées, le chocolat chaud renversé et les petites mains collantes, cherchant du réconfort. Le chagrin vivait encore dans les coins de la maison, mais le rire aussi. Et cela, Maya lui avait appris, c'était à cela que ressemblait la guérison. Pas parfaite, mais réelle. La première saison des fêtes depuis le décès d'Émilie s'approchait comme une marée douce qui caresse les bords de la maisonnée. Thanksgiving n'était que dans quelques jours, et l'air était rempli de cannelle, du doux crépitement des cheminées, et de quelque chose de tacite, une sorte d'anticipation enveloppée de fragilité. Maya se tenait sur un escabeau dans la salle à manger, accrochant délicatement des guirlandes au-dessus des fenêtres. Dehors, le jardin était bordé de givre. À l'intérieur, la chaleur se répandait de pièce en pièce sous forme de bougies parfumées, de rires et du bourdonnement de la vie qui se reconstruisait lentement. Alexander entra, tenant 2 tasses de thé. Vous décorez déjà. Maya lui sourit. Les traditions commencent quelque part. Autant commencer maintenant. Il lui tendit le thé. Vous avez transformé cette maison en un foyer. Elle descendit, acceptant la tasse. Je ne l'ai pas fait seul. Ils restèrent en silence, sirotant ensemble, regardant les jumeaux courir dans le couloir en cape de super-héros, leurs cris joyeux résonnant dans les couloirs. Avez-vous parfois l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, demanda Alexander doucement. Maya se tourna vers lui. Non, j'ai l'impression que nous vivons enfin la nôtre. La veille de Thanksgiving apporta sa propre énergie.
Dindans décongélation, tarte refroidissant sur les rebords de fenêtres, et une liste que Maya avait scotchée sur le frigo intitulée « Ce pourquoi nous sommes reconnaissants ». Chaque membre de la famille avait écrit une chose chaque soir avant la fête. C'était l'idée de Ben. Sa dernière entrée, je suis reconnaissant que mademoiselle Maya lise avec des voix. Celle de Théo, je suis reconnaissant que papa sache maintenant faire des crêpes. Plus ou moins. La première entrée d'Alexander avait été brève, reconnaissant pour le rire, mais sa dernière disait, reconnaissant pour les deuxièmes chances. Celle de Maya était simple, reconnaissante pour l'appartenance. Cette nuit-là, après que les garçons se furent couchés, Alexander s'assit avec Maya dans le salon, triant de vieilles photographies qu'Émilie avait prises au fil des ans. Il en tint une. C'était une photo spontanée. Émilie assise dans le jardin, pieds nus, la tête renversée en riant, les garçons rampant sur elle comme des chiots. Je ne savais même pas que nous avions celle-ci, dit-il, la voix basse. Maya jeta un coup d'œil. Elle avait une façon de capturer la joie sans effort. Il hocha la tête. Je veux que les garçons se souviennent d'elle ainsi. Pas malade, pas en train de s'éteindre, mais vivante, pleine de malice. Vous pouvez leur montrer ça, dit Maya. Vous êtes le gardien de ces histoires maintenant. Il passa une main dans ses cheveux. Certains jours, je me sens fort. D'autres jours, j'ai l'impression d'être une tour de verre maintenue avec du ruban adhésif. Le regard de Maya s'adoucit. Même les arbres forts plient sous le vent. Ce qui compte, c'est qu'ils restent enracinés. Il la regarda. Et vous? Qu'est-ce qui vous maintient enraciné? Maya expira lentement. La foi, la mémoire, les personnes que j'ai perdues, les enfants dont j'ai pris soin, et dernièrement. Elle jeta un coup d'œil vers la chambre des garçons. L'amour. La gorge d'Alexander se serra. Pensez-vous que nous pourrons un jour prononcer ce mot librement? Non pas avec peur, mais avec certitude. Elle n'hésita pas, nous le ferons quand le moment sera venu. Le matin de Thanksgiving, le soleil inondait les fenêtres et l'inévitable chaos des préparatifs. La cuisine sentait l'ail rôti et le romarin. Maya portait un tablier fariné, riant tandis que Théo remuait la purée de pommes de terre avec une cuillère trop grande pour lui. Ben se tenait sur un tabouret, ses petites mains formant des petits pains imparfaits à partir de la pâte. Alexander, en manches retroussées, arrosait la dinde et vérifiait la playlist que Maya avait préparée, du jazz doux et des classiques soul. La maison pulsait d'un rythme qui lui était propre. Juste avant le dîner, alors que les dernières touches étaient apportées, la sonnette retentit. C'était inattendu. Alexander s'essuya les mains et ouvrit la porte pour trouver sa sœur, Caroline, debout dans un manteau bordeaux, tenant une bouteille de vin et arborant un air d'incertitude prudente. « Caroline, dit-il, surpris. Tu es venue ?» Elle offrit un sourire hésitant. « Tu m'as invité. » Il hocha la tête, s'écartant. « Quand même, je n'étais pas sûr. » Elle entra, ses yeux balayant la maison transformée. « Il fait chaud ici. Je veux dire littéralement et autrement. » Maya émergea de la cuisine, s'essuyant les mains. « Bonjour, je suis Maya. » Caroline tendit la main. « J'ai entendu parler de vous. De bonnes choses, surtout de la part de deux garçons de 5 ans très enthousiastes. » Maya rit. « J'espère être à la hauteur de leur récit. » Les yeux de Caroline s'adoucirent. « Vous l'êtes déjà. » Le dîner fut un mélange de tradition et de nouveaux départs. La table était pleine de nourriture, d'histoires, de souvenirs tacites. Caroline raconta des histoires d'enfance d'Alexander qui firent hurler de rire les garçons. Théo se déclara fièrement roi des pommes de terre. Ben renversa de la sauce au canneberge mais se rattrapa avec grâce. Après le dessert, alors que le crépuscule s'installait, ils s'assirent tous dans le salon avec des tasses de cidre, le feu crépitant doucement. Caroline se tourna vers Alexander. « Je n'étais pas sûr que vous laisseriez jamais quelqu'un de nouveau entrer dans cette maison. » Alexander regarda Maya. « Je n'en étais pas sûr non plus. » Caroline se pencha en avant. « Mais je suis contente que vous l'ayez fait. » Il hocha lentement la tête. « Moi aussi. » Ben grimpa sur les genoux d'Alexander. « On peut redire ce pourquoi on est reconnaissant ?» Théo sauta. « Oui. Encore une fois. » Caroline commença. « Je suis reconnaissante pour la famille qui grandit. » Maya sourit. « Je suis reconnaissante pour les secondes chances. » Alexander regarda ses fils, puis Maya. « Je suis reconnaissant pour ce que j'ai failli manquer. » Ben dit, « Je suis reconnaissant pour les histoires. » Théo hocha la tête. « Et pour les crêpes de mademoiselle Maya. » Ils rirent tous. Puis Théo demanda, « Papa, on pourra toujours fêter Thanksgiving comme ça avec tout le monde ?» Alexander les serra dans ses bras. « Oui, toujours. » Et tandis que le feu crépitait et que la nuit enveloppait la maison comme un manteau protecteur, Maya sentit quelque chose changer. Non seulement dans la pièce, mais en elle-même. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait plus comme une visiteuse dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle faisait maintenant partie du récit, tissé, non pas comme une note de bas de page, mais comme un chapitre à part entière. Le chapitre où la guérison devenait un foyer. Le lendemain de Thanksgiving, la maison était remplie de ce genre de calme qui ne vient qu'après quelque chose de beau. La vaisselle était faite, les restes rangés, et le léger parfum de cannelle et de dinde rôtie persistait encore dans les coins. La neige avait recommencé à tomber, saupoudrant légèrement les haies à l'extérieur, tandis que les garçons étaient blottis sur le canapé sous une couverture partagée, gloussant devant un dessin animé du samedi matin. Alexander se tenait près de la fenêtre du bureau, une tasse de café noir à la main, regardant la cour tranquille. Derrière lui, Maya entra, les cheveux attachés en chignon lâche, portant une petite boîte dans ses bras.
J'ai trouvé quelque chose au grenier, dit-elle doucement. Alexander se retourna, posant son café. Qu'est-ce que c'est? Maya posa la boîte sur le bureau. C'est étiqueté Emily, collège. Son souffle se coupa légèrement. Je n'ai pas vu cette boîte depuis des années. Elle recula, lui laissant de l'espace. Je n'étais pas sûr de devoir l'ouvrir, mais je me suis dit qu'aujourd'hui vous voudriez peut-être. Il hocha lentement la tête, soulevant le couvercle. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photos, Emily dans des pulls trop grands. Assise sur les marches d'une bibliothèque, ses cheveux plus longs et sauvages, quelques papiers jaunis, de vieilles lettres, un corsage séché, et puis, près du fond, un carnet relié en cuir. Alexander l'ouvrit délicatement. Ce n'était pas son journal cette fois. C'était sa poésie. Elle les écrivait le soir, murmura-t-il. Elle me les lisait quand nous avons commencé à sortir ensemble. J'ai oublié. Maya s'approcha. Elle avait une belle façon de manier les mots. Il en lut un à voix haute, sa voix basse, respectueuse. Si jamais je pars avant que tu ne le saches, ne construis pas de statue. Apprends juste à nos garçons à rire la bouche grande ouverte. Dis-leur que je dansais pieds nus et que j'aimais sans peur. Laisse-les se souvenir de moi sous le soleil et les biscuits brûlés. Il s'arrêta, ravalant la soudaine boule dans sa gorge. Maya posa doucement une main sur son épaule. Elle savait exactement qui elle était et qui vous étiez. Il leva les yeux vers elle. Et maintenant, j'ai l'impression de la rencontrer à nouveau. Non pas comme ma femme, mais comme une personne entière et complexe. C'est le cadeau du deuil, dit Maya doucement. Il étire votre amour. Il fait de la place à la personne entière, pas seulement au souvenir. Alexander regarda de nouveau la poésie, sa voix tremblante. Je veux que les garçons la connaissent ainsi. Non pas seulement comme une histoire que je raconte, mais comme une femme qu'ils auraient admirée. Alors montrons-leur, répondit Maya. Cet après-midi-là, ils aménagèrent un petit coin de souvenirs dans le salon. Les garçons aidèrent, scotchant soigneusement des photos d'Emily à l'université. Ajoutant son écharpe préférée sur l'étagère et plaçant un poème encadré à côté d'une bougie. Ben regarda la bougie vaciller doucement. On dirait qu'elle est là. Elle l'est toujours, dit Alexander, s'agenouillant à côté d'eux. Mais pas comme nous nous en souvenons. Théo demanda, on peut lui écrire des lettres? Maya s'illumina. C'est une merveilleuse idée. Ils sortirent du papier coloré, des crayons et des stylos. Ben écrivit en grandes lettres inégales, chère maman, j'ai fait un ange de neige aujourd'hui. J'espère qu'il y a de la neige au ciel. La lettre de Théo était plus discrète, tes câlins me manquent toujours. Mais ceux de mademoiselle Maya sont chauds aussi. Je pense que tu l'aimerais. Alexander n'écrivit pas tout de suite. Il resta assis à regarder ses fils, à regarder Maya. Son cœur lui faisait mal d'une nouvelle manière. Non seulement pour ce qui était perdu, mais pour la façon dont cela trouvait un nouvel espace en lui. Plus tard ce soir-là, il s'assit seul au bureau avec le carnet d'Emily et écrivit sur la dernière page, j'apprends à aimer de nouveau. Non pas à ta place, mais à tes côtés. Merci d'avoir fait de la place. Alors que les jours s'écoulaient en décembre, la maison se transforma à nouveau. Des guirlandes de pin le long de l'escalier, des chaussettes de Noël brodées à la main, et le son distinct de la musique de Noël jouant doucement le matin. Maya initia les garçons à une tradition de son enfance, écrire de petites notes de gentillesse et les cacher dans la maison pour que les autres les trouvent. Le troisième jour, Alexander en découvrit une scotchée sous sa tasse de café. Tu fais des crêpes mieux que tu ne le penses, Ben. Le même soir, Maya en trouva une glissée sous son oreiller. Merci de m'avoir aidé à retrouver les étoiles, Théo. Alexander commença à participer lui aussi, surprenant Maya avec une note pliée sur sa table de chevet. Vous avez changé plus que cette maison. Vous m'avez changé. Maya ne dit rien lorsqu'elle la trouva. Elle la porta simplement à sa poitrine et sourit. Un soir, alors que la neige tombait épaisse et lourde dehors, Caroline revint pour une visite. Elle apporta des biscuits dans un grand classeur. Qu'est-ce que c'est? Demanda Alexander, lui versant du thé. J'ai organisé de vieux documents de famille, des photos, des actes de naissance, même des lettres de maman à papa des années 70. Maya les rejoignit à la table de la salle à manger alors que Caroline ouvrait le classeur. On ne parle pas assez de nos origines, dit Caroline. Pas seulement Emily, mais nous tous. Je veux que les garçons connaissent leurs racines. Maya feuilleta les pages, des photos en noir et blanc d'Alexander enfant. Ses parents devant une vieille buick rouillée. Une photo de la jeune Emily tenant un minuscule chaton. Alexander rit. Elle détestait ce chat. Il la griffait tous les matins. Ben et Théo rejoignirent la table, grimpant sur les genoux, les yeux grands ouverts de curiosité. Qui est-ce? Demanda Théo en pointant du doigt. C'est votre grand-mère quand elle était plus jeune, dit Alexander. Elle était gentille, demanda Ben. Alexander fit une pause. Elle était stricte, mais elle nous aimait à sa manière. Maya ajouta doucement, parfois l'amour ne ressemble pas à des câlins. Parfois il ressemble à des paniers repas et à la conservation de chaque projet artistique que vous avez jamais fait. Les garçons hochèrent la tête solennellement. Cette nuit-là, Alexander et Maya s'assirent ensemble près du feu. Les garçons s'étaient endormis sous la lueur du sapin de Noël. Je n'aurais jamais cru me sentir de nouveau entier, dit-il. Pas après Emily. Pas après m'être perdu. Maya posa sa tête sur son épaule. L'intégralité ne signifie pas que rien ne manque. Cela signifie juste que vous avez fait de la place pour ce qui est. Il la regarda. Je veux continuer à faire de la place pour vous. Pour eux, pour le présent désordonné et magnifique. Elle leva les yeux. Alors continuons à construire.
Un jour, une vérité, une histoire à la fois. Et dans le doux silence qui suivit, le passé ne disparut pas. Il marchait simplement à leur côté, silencieux, stable, attendant d'être compris. C'était le genre de matin qui laissait présager un malaise avant que quiconque ne dise un mot. L'air dans la maison était trop calme, le bourdonnement habituel des rires absents. Dehors, d'épais nuages s'amoncelaient, jetant un voile gris sur le domaine ride. La cheminée crépitait doucement, mais même sa chaleur ne pouvait chasser le froid insidieux. Maya se tenait à l'évier, rinçant les tasses du petit déjeuner. Ses mouvements étaient lents, presque hésitants. Du salon, elle entendait Ben et Théo se chamailler, des voix basses étendues au lieu de leur habituel joyeux badinage. Alexander entra dans la cuisine, ses yeux s'habituant encore à la lumière. Ils se disputent encore pour l'iPad, dit-il, se frottant la nuque. Ils sont sur les nerfs depuis ce matin, répondit Maya doucement. Quelque chose ne va pas, Alexander hocha la tête, s'approchant de la fenêtre. C'est plus que des broutilles entre frères et sœurs. Ils sont tendus depuis hier. Maya s'essuya les mains. Vous pensez que c'est à cause de la lettre? Alexander se retourna, le visage se crispant. Peut-être. La lettre était arrivée la veille. Une enveloppe blanche unie. Pas d'adresse de retour. Adressée à Alexander d'une écriture épaisse et soignée. Il l'avait ouverte à son bureau, s'attendant à une autre demande de don anonyme ou une lettre d'un ancien contact universitaire. Au lieu de cela, elle venait de la sœur éloignée d'Emily, Claudia. Elle n'avait pas assisté aux funérailles, n'avait pas parlé à la famille depuis près d'une décennie. La lettre était polie mais ferme. Elle voulait renouer, voir les garçons. Elle laissait entendre qu'Emily avait exprimé certains souhaits lors de leur dernière conversation, des souhaits concernant la tutelle et l'héritage familial. Alexander n'avait rien dit devant les enfants, mais Maya avait vu la lettre, et elle avait lu la menace subtile derrière les mots de Claudia. Elle veut quelque chose, dit Alexander maintenant, la voix neutre. Maya s'approcha de lui. Elle dit qu'elle veut faire partie de leur vie. Elle ne les a même jamais rencontrés, répondit-il sèchement. Et maintenant qu'ils ont trouvé une stabilité, elle apparaît. Cela ne me semble pas juste. Maya hésita. Peut-être qu'elle a changé. Ou peut-être qu'elle sent une opportunité, rétorqua-t-il, puis s'adoucit immédiatement. Je suis désolé. C'est juste que je ne peux rien laisser défaire ce que nous avons construit. Vous n'y arriverez pas, dit Maya, posant doucement une main sur son bras. Mais nous devons être prêts. Si elle pousse ça en justice, je me battrai, dit Alexander sans hésitation. Ils savaient tous les deux que ce n'était pas si simple. Plus tard ce jour-là, Maya trouva Ben assis sous le banc du piano avec une couverture enroulée autour de ses épaules. Ses yeux habituellement vifs étaient voilés. Salut, mon petit amour, dit-elle, s'agenouillant à côté de lui. Tu te caches? Ben hocha la tête. Tu veux me dire pourquoi? Il se mordit la lèvre. Cette dame va-t-elle nous emmener? Le cœur de Maya se serra. Qui t'a dit ça? J'ai entendu papa au téléphone. Il dit, quelqu'un veut nous voir. Quelqu'un que maman n'aimait pas, Maya s'assit en tailleur, lui brossant les cheveux de son front. Mon chéri, personne ne vous emmènera. Vous êtes en sécurité ici avec votre papa, avec moi. Mais pourquoi papa est-il si en colère, murmura Ben. Parce que les adultes aussi ont parfois peur. Quand ils ne savent pas ce qui va arriver, mais je promets que quoi qu'il arrive, vous ne serez pas seul. Ben hocha la tête, se rapprochant dans ses bras. On peut quand même faire la prière, même si papa est en colère? Surtout à ce moment-là, murmura Maya, le serrant fort. Cette nuit-là, Alexander se tenait dans l'embrasure de la chambre des garçons, regardant Maya leur faire la lecture. Il s'accrochait à elle, silencieux et sombre. Leur énergie s'était estompée. Quand elle eut fini l'histoire, elle embrassa leur front et se tourna pour partir. Alexander la suivit dans le couloir. J'ai entendu ce que Ben a dit, murmura-t-il. Maya se retourna. Ils ont peur. Je ne voulais pas qu'ils le sachent encore. J'étais encore en train de décider comment gérer cela. Les enfants ressentent toujours le poids des tempêtes adultes, même quand nous essayons de le cacher. Maya, il s'appuya contre le mur, fermant les yeux. Et si elle se battait pour la garde? Elle n'a pas de dossier, répondit Maya. Vous êtes leur seul tuteur depuis le jour où Emily est décédée. Les garçons s'épanouissent. Aucun tribunal ne les prendrait de vous. Mais les tribunaux ne voient pas les cœurs, ils voient les papiers, dit Alexander amèrement. Et si Emily avait dit quelque chose en passant? Et si elle pensait que la famille signifiait le sang? Maya s'approcha. Vous êtes leur famille, non pas parce que vous êtes leur père, mais parce que vous êtes là chaque jour. C'est ce dont ils se souviendront. Il la regarda alors, vraiment. Croyez-vous que nous sommes assez forts pour ça? Oui, dit-elle. Mais pas si vous essayez de le combattre seul. 2 jours plus tard, Claudia arriva sans prévenir. Maya ouvrit la porte, sa posture calme mais gardée. La femme devant elle avait la cinquantaine, élégamment vêtue, les yeux perçants avec une pointe de tristesse qui semblait plus théâtrale que sincère. Je suppose que vous êtes la nounou, dit Claudia froidement. Je suis Maya. Je m'occupe des garçons, répondit Maya, la voix égale. Claudia eut un léger sourire narquois. Bien sûr. Alexander arriva quelques instants plus tard, son visage indéchiffrable. Vous auriez dû appeler, dit-il, passant devant Maya. Je ne pensais pas avoir besoin de permission pour rendre visite aux enfants de ma sœur, dit Claudia, son ton mielleux. Alexander croisa les bras. Vous avez renoncé à ce droit il y a longtemps. J'ai fait des erreurs, admit Claudia. Mais je veux me rattraper.
Émilie et moi nous sommes réconciliés, vous savez, avant qu'elle ne décède. Il leva un sourcil. Et pourtant, vous n'êtes pas venu à ses funérailles. Je faisais mon deuil à ma manière. Alexander la regarda, froid et immobile. Vous n'êtes pas ici pour pleurer. Vous êtes ici pour perturber, Maya. Les yeux de Claudia se tournèrent vers Maya. Et vous pensez quel est le bon choix stable? Maya ne broncha pas, je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit. Je suis ici parce que les garçons m'aiment, et je les aime. Claudia regarda de nouveau Alexander. Je vous verrai au tribunal alors. Elle se retourna et partit sans un mot de plus. Alexander resta dans l'embrasure de la porte longtemps après que la voiture se fût éloignée. Maya s'approcha lentement. Ça commence donc. Il hocha la tête. Oui, mais je n'ai pas peur. Il la regarda. Parce que nous ne nous battons pas contre quelque chose. Nous nous battons pour quelqu'un. Et alors que la porte se refermait derrière eux, la tempête était arrivée, non pas avec le tonnerre, mais avec le silence. Pourtant, à l'intérieur de la maison, il restait une lueur de lumière, de chaleur, de deux petits cœurs endormis en toute sécurité à l'étage. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble. Les jours qui suivirent la visite de Claudia passèrent comme des cordes tendues, calmes, tendus et vibrants d'un indicible. Maya se déplaçait dans la maison avec plus de prudence maintenant, toujours consciente du courant sous-jacent à la routine, de la date d'audience qui approchait, des papiers s'accumulant sur le bureau d'Alexander et du poids qu'il portait dans ses yeux. Les garçons le sentirent aussi. Théo s'accrochait à Maya plus que d'habitude. Ben posait plus de questions au coucher, des questions avec des arêtes. Sommes-nous toujours une famille, ou, et si quelqu'un vous emmenait? Un soir, alors que Maya les bordait, Théo murmura, Mademoiselle Maya, si on prie très fort, on peut la faire partir? Maya marqua une pause, assise au bord de son lit. Les prières ne sont pas des sorts magiques, mon chéri. Mais elles nous aident à rester forts et gentils, même quand les choses font peur. Mais elle n'est pas gentille, ajouta Ben de son lit. Peut-être pas, dit Maya doucement. Mais nous ne laissons pas la méchanceté de quelqu'un d'autre nous enlever notre paix. Nous nous accrochons à ce que nous savons être bon. Théo baissa les yeux. Vous êtes ce qui est bon. Les mots s'enroulèrent autour du cœur de Maya comme une écharpe serrée en hiver. Elle embrassa leur front à tous les deux. Et vous deux êtes ma raison d'être courageuse. Le lendemain matin, Alexander se tenait dans la cuisine, tenant une épaisse enveloppe Kraft. À l'intérieur se trouvait une assignation à comparaître. Claudia avait officiellement déposé une demande de garde partielle. Son avocat affirmait qu'elle avait des preuves de l'intention verbale d'Émilie, des conversations qui avaient eu lieu lors d'appels privés avant son décès. C'était faible, mais pas sans fondement. Pas assez pour rejeter. Je dois dire quelque chose aux garçons, marmonna Alexander, fixant le café qui s'écoulait dans la cafetière. Je ne sais pas comment les préparer. Maya s'approcha avec précaution. Peut-être ne pas commencer par ce que nous craignons. Commencer par ce qui est immuable. Il la regarda, comme quoi. Qu'ils sont en sécurité. Qu'ils sont aimés. Que peu importe le tribunal dans lequel nous entrons, aucun juge ne peut mesurer ce qui se passe à l'intérieur de cette maison. Il prit une longue inspiration. Vous savez toujours quoi dire. Je dis juste ce que je voudrais que quelqu'un me dise si j'avais 5 ans et peur. Plus tard ce jour-là, Alexander s'assit avec les garçons dans le salon, Maya à côté d'eux, sa main posée légèrement sur le dos de Ben. Je veux vous parler de quelque chose d'important, commença Alexander. Vous vous souvenez que quelqu'un est venu à la maison récemment? Claudia. Les garçons hochèrent la tête, les yeux grands ouverts. Elle dit qu'elle veut faire partie de votre vie. Et maintenant, nous allons à une réunion spéciale, comme une conversation très sérieuse d'adultes, où des gens décideront si cela doit arriver. Théo demanda, est-ce qu'ils vont nous emmener? Alexander secoua la tête rapidement. Non, personne ne vous emmène nulle part, mais vous pourriez entendre des choses qui vous semblent confuses, et je veux que vous sachiez ceci. Il fit un geste autour de la pièce. C'est votre maison, Maya, moi, cette vie. Vous êtes à votre place ici. Ben regarda son père et Maya. Et vous ne partirez pas, jamais, dit Maya, sa voix claire et ferme. Vous n'avez pas à mériter notre amour. Vous l'avez déjà. Les garçons se blottirent contre eux. Et à ce moment-là, les 4 n'étaient pas seulement une famille. Ils étaient une forteresse. Dans les jours précédant l'audience, la maison passa à une préparation silencieuse. Alexander rencontra son avocat. Maya écrivit une lettre, à la suggestion de l'avocat, de référence de caractère formel, mais aussi un témoignage d'amour. Elle resta tard à la table de la cuisine, réécrivant chaque phrase, jusqu'à ce que la vérité sonne juste. Ce ne sont pas seulement des enfants dont je m'occupe. Ils sont ma boussole, ma paix. Et chaque jour, je me présente, non pas parce que je suis payé, mais parce que je crois que Dieu m'a mené à eux quand ils avaient besoin de quelqu'un. Et quand j'avais besoin de quelque chose en quoi croire de nouveau. Elle la signa d'une main tremblante. Caroline vint aider aussi. Elle proposa de rester avec les garçons pendant les dates d'audience, apporta des dossiers et de vieilles photographies. Tout ce qui pouvait montrer la stabilité, la famille, la joie. Je ne suis peut-être pas leur mère, dit Alexander un soir, mais je me suis battu pour eux de toutes les manières que je connais. Caroline posa une main sur la sienne. Émilie serait fière, non seulement de votre combat, mais de l'homme que vous êtes devenu. L'audience arriva un mardi matin gris. Le palais de justice était froid, stérile, le genre d'endroit où la vérité semblait enfouie dans les papiers. Alexander portait un costume anthracite. Maya était vêtue simplement mais avec dignité, les cheveux attachés, les mains fermement jointes sur ses genoux.
Claudia arriva en perles et blasers ajustés, son expression indéchiffrable. La juge était une femme noire d'âge moyen nommée juge Renata Hall. Sa présence était à la fois imposante et maternelle. Elle examina les documents en silence avant d'inviter chaque partie à prendre la parole. Claudia commença. Son avocat parla des liens biologiques, de l'héritage familial, de l'intention présumée de la défunte Émilie Reed, des conversations qui avaient eu lieu lors d'appels privés avant son décès. C'était fragile, mais pas sans fondement. Puis ce fut le tour d'Alexander. Je ne prétendrai pas avoir tout fait parfaitement, dit-il, debout. J'ai mal fait mon deuil. J'ai fait des erreurs. Mais je n'ai jamais cessé d'être là pour mes fils, et ils s'épanouissent, non pas parce que je suis un héros, mais parce que l'amour, le véritable amour, vit dans notre maison. Il jeta un coup d'œil à Maya. Et pas seulement de ma part. Maya se leva quand on l'appela. Sa voix tremblait, mais seulement légèrement. J'ai vu ces garçons passer du deuil à la lumière, dit-elle. Ils n'ont pas peur de pleurer, de rire, de poser des questions. Ils prient toujours pour leur mère, et ils savent qu'elle n'est pas oubliée. Ce n'est pas une question de sang. C'est une question de savoir qui les porte quand ils ne peuvent pas marcher seuls. La juge Hall la regarda longuement. Puis Alexander, puis Claudia. Après des heures de discussion, de jargon juridique, de contre-déclarations et de pauses, la juge referma finalement le dossier. Mademoiselle Claudia, dit-elle, vos préoccupations sont notées, mais le tribunal n'a pas pour vocation de déraciner des enfants qui s'épanouissent. L'amour, la stabilité et l'intention ont été démontrés ici aujourd'hui. Votre requête est rejetée. Alexander expira pour la première fois depuis ce qui lui semblait des heures. La juge Hall continua, plus doucement maintenant. Le deuil déchire les familles ou les lie. Je vous suggère de chercher la guérison avec ces garçons. Non pas par des batailles juridiques, mais par la gentillesse, s'ils le choisissent. Claudia ne répondit pas. Elle prit son sac et partit sans un mot de plus. Ce soir-là, de retour à la maison, les garçons dormaient avant le dîner. Le poids de la journée avait rattrapé tout le monde. Alexander versa 2 verres de vin et entendit un à Maya sur le porche arrière. Des flocons de neige dansaient dans l'air comme des confettis. Je ne sais pas comment vous remercier, dit-il doucement. Vous n'avez pas à le faire, répondit Maya. Nous sommes dans le même bateau. Il fit teinter son verre contre le sien. Vous voulez toujours construire cette vie désordonnée et magnifique? Elle sourit. Chaque jour. À l'intérieur, les doux bruits de respiration remplissaient le couloir de l'étage où 2 petits garçons dormaient en toute sécurité, inconscients de la proximité à laquelle ils étaient passés d'être séparés du seul véritable foyer qu'ils aient jamais connu. Mais cette tempête était passée, et la maison, bien qu'humble dans son calme, se tenait plus forte que jamais, bâtie non de murs et de richesses, mais de promesses tenues. De prières murmurées et d'un amour qui n'avait pas besoin d'être prouvé au tribunal pour être réel. Le matin après la décision de justice, la lumière du soleil inondait la maison Reed comme une chaude bénédiction. Elle se glissa entre les rideaux, caressa le sommet des cadres photos et se posa doucement sur le tapis où Ben et Théo étaient allongés côte à côte, construisant une vaste forteresse Lego qui s'étendait d'un pied de canapé à l'autre. Alexander se tenait dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main, observant ses fils avec une expression que Maya en était venue à reconnaître. Une admiration silencieuse. Le poids sur ses épaules s'était allégé. Il était toujours un homme en deuil, toujours en train d'apprendre. Mais maintenant, il se déplaçait avec une légèreté qui avait pris racine dans un sol durement gagné. Maya s'approcha du couloir, tenant une pile de linge soigneusement pliée. Elle s'arrêta à côté de lui. Vous ressemblez à quelqu'un qui croit enfin que la maison ne s'effondrera pas, il sourit. Je crois que pour la première fois, je le sais. En bas, Caroline rangeait ses affaires. Elle était restée quelques jours de plus après l'audience, aidant avec les garçons, faisant des puzzles et même tentant l'une des recettes de Maya avec un succès modéré. Alors qu'elle fermait sa valise, Maya entra dans la chambre d'amis. Je voulais vous remercier, dit Maya, tendant à Caroline une boîte de biscuits à la cannelle emballée. Caroline la prit avec un sourire. Vous les avez sauvés, Maya. Pas seulement les garçons, mon frère aussi. Maya secoua la tête. Il s'est sauvé lui-même. J'ai juste tenu la lumière quand le chemin est devenu sombre. Caroline la regarda, son ton plus calme maintenant. Je ne sais pas ce qui vous attend, mais quoi que ce soit, c'est réel. Je le vois. Maya ne répondit pas immédiatement. Elle serra la boîte plus fort contre sa poitrine. Ce n'est pas facile. Aimer quelqu'un qui est encore en train de guérir. Peut-être que c'est le genre le plus pur, répondit Caroline. L'amour qui attend. L'amour qui voit les échymoses et reste. Alors que décembre s'étirait, les garçons furent enchantés par la promesse de Noël. Chaque matin, ils couraient au salon pour vérifier leur calendrier de l'Avent, piaillant devant de minuscules chocolats ou des notes manuscrites des lutins du Père Noël. Maya avait introduit une nouvelle tradition, les billets de gentillesse. Chaque jour, Ben et Théo tiraient une tâche d'un bocal, faire rire quelqu'un, faire un compliment ou aider à mettre la table. Cela devint un jeu de dons silencieux, auquel même Alexander se joignit sans tambour ni trompette. Un soir, après que les garçons se furent couchés, Alexander et Maya s'assirent près du feu, enfilant du popcorn pour le sapin. Le sapin n'était pas grand. Il était petit, modeste, mais orné de décorations faites à la main et de flocons de neige en papier. Il rayonnait de chaleur. Je n'ai pas grandi avec grand-chose de tout ça, admit Alexander. Ma mère ne décorait pas. Noël n'était qu'un jour de congé scolaire. Maya le regarda. Et Émilie? Elle adorait les fêtes, dit-il, souriant faiblement. Mais même à l'époque, je me retenais. Je pensais toujours que la joie devait être gagnée ou que je la perdrais si je la tenais trop fort.
Et maintenant? Il la regarda. Maintenant, je réalise que la joie est faite pour être partagée. Et peut-être que ce n'est pas quelque chose de fragile. Peut-être que c'est quelque chose que nous construisons. Petit à petit. Maya hocha la tête, enfilant un autre morceau de popcorn. Comme cette guirlande. Il rit. Exactement comme cette guirlande. Ils tombèrent dans un rythme tranquille côte à côte, le feu crépitant entre eux, le parfum de la cannelle persistant de la pâtisserie précédente. Et juste au moment où le dernier fil de popcorn était noué, Théo apparut dans le couloir, serrant sa couverture. Maya se leva. Qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? Il se frotta les yeux. J'ai rêvé que quelqu'un vous emmenait encore. Maya s'agenouilla, le prenant dans ses bras. Personne ne m'emmène nulle part. Je te le promets. Alexander les rejoignit, posant une main sur le dos de Théo. Tu sais ce qui m'aide quand j'ai peur, demanda-t-il. Théo leva les yeux, parler à quelqu'un en qui j'ai confiance. Et parfois prier, même si je ne sais pas toujours qui écoute. Théo cligna des yeux. Vous priez maintenant? Alexander sourit. J'apprends encore, mais j'aime la façon dont ça me fait me sentir moins seul. Théo les serra tous les deux dans ses bras. On peut le faire ensemble? Juste un petit. Maya et Alexander échangèrent un regard, puis hochèrent la tête. Alors là, sur le sol du salon, tous les trois inclinèrent la tête. Pas de grands mots, pas de phrases répétées, juste un murmure, merci pour notre maison, pour les gens que nous aimons. S'il vous plaît, aidez-nous à être courageux. Après que Théo fut retourné se coucher, Maya regarda Alexander. Vous me surprenez. Je me surprends moi-même, dit-il. Mais j'ai appris quelque chose sur les tempêtes. Parfois, elles ne sont pas faites pour être arrêtées. Parfois, elles nettoient l'air. Quelques jours plus tard, une lettre arriva, cette fois avec une adresse d'expéditeur. Claudia. Elle était brève, manuscrite, et sans fioriture. Alexander, j'avais tort sur tout. J'ai agi par peur et par orgueil. Mais en quittant ce tribunal, j'ai vu votre famille pour ce qu'elle était, entière. Pas parfaite, mais réelle. Si les garçons veulent un jour me connaître, je serai là. Mais je ne m'imposerai pas dans quelque chose déjà sacré. Merci de les protéger et de protéger sa mémoire. Claudia. Alexander plia soigneusement la lettre et la plaça dans le tiroir avec la poésie d'Émilie. Plus tard, il la montra à Maya. Elle n'avait pas à écrire ça, dit Maya. Non, acquiesça-t-il. Mais c'est peut-être le début de sa propre guérison. Et ils n'en parlèrent plus. Certaines choses n'avaient pas besoin de discussion, juste de compréhension. La veille de Noël, la maison brillait. Des chants de Noël jouaient doucement en arrière-plan. Les garçons préparèrent des biscuits pour le Père Noël et écrivirent leur dernière note pour le bocal de gentillesse. Maya les lut à voix haute. Ben, merci de m'avoir donné une famille. Théo, j'espère que vous resterez pour toujours, mademoiselle Maya. Vous rendez le monde plus doux. Alexander en écrivit une aussi. La plaçant dans le bocal juste avant minuit. Je ne croyais pas au miracle, mais cette maison en est un. Merci. Alors que l'horloge sonnait minuit, Maya se tenait près de la fenêtre, regardant la neige tomber. Alexander la rejoignit, passant un bras autour de son épaule. Il murmura, vous êtes entrés dans nos vies alors que nous étions brisés, et au lieu de partir, vous êtes restés. Elle se tourna vers lui. Parce que les choses cassées n'ont pas de valeur. Elles ont juste besoin de mains délicates. Il la regarda dans les yeux. Alors, quoi maintenant? Elle sourit. Maintenant, nous vivons pleinement, bruyamment, gentiment. Et avec la neige tombant doucement derrière la vitre, et la paix tranquille de la famille les enveloppant comme une seconde peau, ils entrèrent dans l'avenir, une prière, une promesse, un espoir partagé à la fois. La neige n'arrêta pas pendant 3 jours. Elle recouvrit le jardin de couches de blanc doux, enveloppa les arbres comme des écharpes, et transforma la ville en un tableau d'immobilité. À l'intérieur de la maison ride, le temps ralentit aussi, mais d'une manière qui semblait sacrée, comme si le monde avait accepté de faire une pause juste assez longtemps pour que la guérison puisse rattraper son retard. Le deuxième matin après Noël, Maya se réveilla au son de rire en bas. Elle enfila une robe de chambre et descendit le couloir sur la pointe des pieds, s'arrêtant devant la chambre des garçons pour jeter un coup d'œil. Ben et Théo avaient construit un fort improvisé avec des draps, des chaises et une armée de peluches. Au centre de tout cela était assis Alexander, les jambes croisées sur le sol, portant une couronne en papier souple et lisant à voix haute les chroniques de Narnia. Maya appuya son épaule contre le cadre de la porte et regarda, une chaleur épanouie dans sa poitrine. Et avec un rugissement puissant, Aslan revint, plus grand que jamais, lui Alexander, sa voix montant de façon théâtrale. Ben halta. Il est revenu. Alexander sourit. Il revient toujours. C'est la magie des histoires et du courage. Théo se tourna vers Maya. Mademoiselle Maya, papa dit qu'il avait peur de lire à voix haute avant. Alexander leva un sourcil. Eh bien, merci de lui avoir dit ça, champion. Maya rit en entrant. C'est une bonne sorte de peur. Cela signifie que vous grandissez. Alexander rencontra son regard. Et l'espace d'un instant, il n'y eut rien entre eux que la compréhension silencieuse, ni passé, ni tribunaux, ni chagrin. Juste le présent. Plus tard cet après-midi-là, Maya et Alexander se retrouvèrent seuls dans la cuisine. Les garçons jouaient dehors dans la neige, emmitouflés dans des couches comme de minuscules astronautes. Caroline avait déposé de nouvelles écharpes qu'elle avait tricotées elle-même, et les garçons étaient ravis de les montrer. Alexander faisait la vaisselle pendant que Maya rangeait les restes. Il jeta un coup d'œil, la regardant fredonner tranquillement.
Maya, dit-il après un long moment. Elle leva les yeux. Je pensais à quelque chose, et je ne sais pas comment le dire sans avoir l'impression de sauter les étapes. Dites-le mal si vous devez. J'attendrai la bonne partie, fit-elle une pause, fermant le couvercle du récipient. Il rit doucement. Vous avez dit un jour que vous n'étiez pas là pour remplacer qui que ce soit, que la mémoire d'Émilie était en sécurité, et vous avez tenu cette promesse. Mais vous êtes aussi devenu quelque chose dont nous ne savions pas que nous avions besoin. Pas seulement pour les garçons, Maya. Maya se figea, ses mains posées sur le comptoir. Alexander, je sais que le passé est désordonné. Je sais que nous sommes encore en train de nous reconstruire, mais je sais aussi ce que la paix ressent. Et quand vous êtes là, je respire différemment. La pièce retint son souffle. Maya se retourna lentement, sa voix basse. Me demandez-vous de rester ou de commencer quelque chose de nouveau? Il s'approcha. Je demande si nous pouvons le découvrir ensemble. Pas une étiquette, pas une chronologie, juste une vie avec des rires et des questions et des dîners de famille qui brûlent parfois. Elle sourit, les yeux brillants. Je pensais que vous ne demanderiez jamais. Ils ne s'embrassèrent pas. Pas encore. Mais leurs mains se trouvèrent naturellement, comme si elles avaient toujours connu le chemin. Le réveillon du Nouvel An arriva avec moins d'éclat que les années précédentes. Au lieu d'une fête, la maison Reed accueillit quelque chose de plus calme, de plus vrai. Caroline vint avec son mari. Quelques voisins passèrent avec des biscuits. Maya prépara une marmite de gumbo qui emplit la cuisine d'épices et de réconfort. Alexander surprit tout le monde en jouant un air sur le vieux piano, maladroitement, mais avec cœur. Alors que l'horloge approchait de minuit, les garçons, emmitouflés dans leurs pyjamas, étaient assis sur le canapé, tenant des tasses de cidre chaud. On peut veiller cette fois, supplia Ben. Alexander sourit. Seulement si vous promettez de ne pas vous endormir sur le canapé et de ne pas me blâmer pour ça. Maya distribua des cierges magiques qu'elle avait gardés de l'été. Dehors sur le porche, sous la pâle lueur de la lune, ils allumèrent leurs étincelles juste au moment où l'horloge sonnait minuit. Bonne année, crièrent tous, les rires dansant dans le ciel. Théo tira sur le manteau de Maya. Mademoiselle Maya, vous pensez que cette année sera plus heureuse? Elle s'agenouilla. Je pense qu'elle l'est déjà. Ben demanda. Même si c'est encore un peu triste? Elle hocha la tête. Même alors, le bonheur n'attend pas que tout soit parfait. Il trouve juste son chemin, ils regardèrent les étincelles s'éteindre, laissant des traînées d'argent dans l'obscurité. Pas de feu d'artifice, pas de décompte bruyant, juste le doux et constant murmure de la famille et de l'espoir. Le lendemain matin, Maya trouva une note sur sa table de chevet. Vous m'avez dit un jour que les choses cassées peuvent être belles. Je vous crois enfin. Elle plia soigneusement la note et la glissa à l'arrière de son journal. Plus tard cette semaine-là, les garçons retournèrent à l'école, leur cartable rempli de nouveaux crayons et de déjeuners emballés en forme de dinosaures, la dernière touche créative de Maya. Alexander les accompagna à l'arrêt de bus, tenant leurs mains gantées tout le long du chemin. Quand il revint, Maya était à la table de la salle à manger, triant des offres d'emploi. Je pensais, dit-il, retirant son manteau. À votre travail, à vos rêves. Elle leva un sourcil. Vous allez me proposer un prêt commercial maintenant? Il rit. Pas tout à fait. Mais je me demandais si vous aviez déjà voulu ouvrir votre propre garderie ou même un petit centre d'apprentissage. Nous avons de la place. Cette vieille remise à l'extrémité de la propriété. Maya cligna des yeux. Vous me la laisseriez utiliser. Je vous aiderai à la construire si vous le vouliez. Vous avez donné à cette famille plus que je ne peux rembourser. J'aimerais voir votre rêve prendre racine aussi. Elle recula, stupéfaite. Il continua, plus doucement. Vous avez passé tellement de temps à vous occuper des autres. Peut-être qu'il est temps que quelqu'un investisse en vous. Elle ne répondit pas tout de suite, mais son sourire disait, assez. À la mi-janvier, la maison s'installa dans un nouveau rythme. Les matins d'école. Les réunions de planification de Maya avec les architectes. Alexander conciliant travail et paternité, et les garçons s'épanouissant dans toutes les directions. Un soir après le dîner, ils se rassemblèrent sur le porche pour regarder la première pleine lune de l'année. Maya enveloppa une couverture autour des garçons alors qu'ils s'appuyaient contre elle. Ben murmura, Mademoiselle Maya, vous vivrez toujours avec nous quand on sera grand? Maya sourit. Je vivrai dans vos cœurs pour toujours, mais qui sait? Peut-être que d'ici là, vous aurez vos propres maisons, et vous m'inviterez à dîner. Théo ajouta. Et vous apporterez toujours des biscuits. Toujours. Alexander les rejoignit, passant son bras autour de l'épaule de Maya. Et peut-être que nous serons toujours là. Juste plus âgés, plus sages, plus bruyants. Certainement plus bruyants, taquina Maya. Ils restèrent en silence longtemps. Le genre de silence qui guérit. La lune brillait au-dessus, éclairant la neige comme une promesse. Une promesse qu'après toutes les pertes, les batailles juridiques, le doute et la peur, l'amour était resté. Pas parfait, pas facile, mais vrai. Et c'était suffisant. Le printemps arriva tôt cette année-là. La neige fondit plus vite que d'habitude, révélant la terre douce en dessous, impatiente de respirer à nouveau. Des tulipes commencèrent à apparaître près de la boîte aux lettres, et le vieux chêne de la cour avant bourgeonna de nouvelles pousses vertes. La vie, dans toute sa tranquille détermination, avançait. Dans la remise à calèche à l'extrémité de la propriété, le son des perceuses et des marteaux résonnait maintenant la plupart des matins. Alexander avait tenu parole, engageant une petite équipe pour aider Maya à donner vie à sa vision. Ce qui avait été autrefois un espace de rangement poussiéreux se transformait en un centre d'apprentissage chaleureux et ouvert, rempli de lumière du soleil et de rire en attente.
Maya se tenait au milieu un matin, un presse-papier à la main, entourée d'échantillons de peinture et d'une légère odeur de sueur. Elle se tourna alors qu'Alexander entrait, tenant 2 cafés. Votre préféré, dit-il, lui en offrant un. Sans sucre, avec de la cannelle en plus. Elle le prit, souriant. Vous devenez trop bon à ça. Il haussa les épaules. J'essaie juste de vous suivre. Ils restèrent là un instant, côte à côte, contemplant l'ossature de ce qui devenait la chambre du jardin, le nom que Maya avait choisi pour son centre. Il était inspiré d'un verset qu'elle répétait souvent dans ses prières silencieuses. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Je pensais, dit-elle doucement, marchant vers l'une des grandes fenêtres. Au jour d'ouverture, j'aimerais faire quelque chose de petit, juste la famille, une bénédiction peut-être. Alexander hocha la tête. Vous voulez dire une prière? Maya jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Est-ce que ça va? Je pense, dit-il, s'avançant vers elle, que ce serait exactement ça. Pendant ce temps, les garçons s'épanouissaient à leur manière. Théo avait rejoint le programme de musique précoce de l'école et ramené un petit violon, sur lequel il insistait pour s'exercer à 6 heures du matin. C'était plus des couinements que des symphonies, mais Maya et Alexander applaudissaient chaque note. Ben, toujours l'observateur, s'était mis au dessin. Il portait un petit carnet partout, dessinant des arbres, des oiseaux, et parfois des portraits silencieux des personnes qu'il aimait. Un après-midi, Maya ouvrit son sac à main et trouva un croquis plié dès l'agenouillé à côté des garçons, souriant avec le soleil derrière sa tête comme une auréole. Elle le montra à Alexander ce soir-là, et longtemps, ils restèrent assis à le regarder. Aucun des deux ne dit grand-chose. Ils n'en avaient pas besoin. L'histoire de la famille Reed, autrefois marquée par le chagrin et le silence, avait recommencé à vibrer. Chaque membre retrouvait sa voix, son chemin. Et pourtant, les échos du passé n'avaient pas disparu. Ils s'étaient simplement adoucis en leçons. Un mardi pluvieux, alors que Maya préparait le dîner, elle reçut un appel inattendu. Mademoiselle Williams, dit la voix à l'autre bout. C'est sœur Géraldine de l'église Blaistope. Je crois que vous connaissiez une jeune femme nommée Shonda Lee. Le cœur de Maya manqua un battement. Shonda avait été une amie de son adolescence. Une âme tourmentée avec un rire éclatant et trop de détours. Elles avaient perdu le contact. Elle est décédée la semaine dernière, continua doucement la voix. Elle n'avait pas beaucoup de famille, mais elle a laissé une note. Elle a mentionné votre nom. Maya déglutit difficilement. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que vous étiez la seule à croire en elle quand elle ne pouvait pas croire en elle-même. Elle a demandé, si possible, que vous veniez à la cérémonie commémorative. La main de Maya se serra autour du téléphone. J'y serai. Cette nuit-là, elle raconta tout à Alexander. Il écouta tranquillement, hochant la tête, son expression empreinte de respect. Vous devriez y aller, dit-il. Et si vous voulez, j'irai avec vous. Le mémorial fut simple. Quelques rangées de chaises pliantes sous une canopée d'arbres. Quelques personnes qui avaient connu différentes versions de Shonda. Maya se leva pour parler. Sa voix tremblait mais était stable. Elle n'était pas facile à aimer, commença Maya, mais elle en valait la peine. Elle m'a fait rire dans mes moments les plus bas et m'a donné un jour son dernier dollar pour que je puisse acheter le dîner après que mon loyer ait tout englouti. Elle a lutté. Oui, mais elle a essayé, et cela compte. Après, une jeune femme s'approcha d'elle, tenant un tout petit. Vous êtes mademoiselle Maya, demanda la femme. Oui. Elle parlait de vous comme d'une sœur, dit-elle, les yeux brillants. Elle disait que vous étiez le genre de personne qui sauvait les gens sans leur faire sentir qu'ils étaient brisés. Maya cligna des yeux, des larmes se formant. Je n'ai pas fait grand-chose. Vous étiez là, dit la femme. C'est plus que la plupart. En rentrant, Maya regarda par la fenêtre, silencieuse. Alexander tendit la main, prenant la sienne. Ça va? Elle hocha la tête. Juste rappeler à quel point tout est fragile. La vie. Les gens. Il lui serra la main. Vous gardez les gens ensemble, Maya. Comme du mortier entre les briques. Vous l'avez toujours fait. Début avril, la chambre du jardin ouvrit. C'était un samedi ensoleillé. Caroline aida à décorer avec des banderoles et des fleurs fraîches de son jardin. Les garçons portaient des nœuds papillons assortis et aidaient à disposer la limonade et les biscuits. Alexander fit un court discours sincère, puis s'écarta tandis que Maya se tenait devant un cercle d'amis, de voisins et d'êtres chers. J'ai construit cet endroit pour les petites mains et les grands rêves, dit-elle. Pour les enfants qui ont besoin d'espace sûr et pour les familles qui apprennent encore à être entières. Nous plantons des graines ici, non seulement de connaissances, mais d'amour. Elle fit une pause, souriant. Et nous les arrosons avec la foi. Puis elle inclina la tête, murmura une prière de dédicace silencieuse et ouvrit la porte. La chambre du jardin se remplit rapidement de rires, de bavardages, de vie. Ben et Théo coururent les premiers, s'appropriant un coin lecture près de la fenêtre. Caroline versa de la limonade. Une voisine proposa de faire don de livres, et dans un coin tranquille, Alexander regardait Maya évoluer dans l'espace qu'elle avait rêvé, ses yeux remplis de quelque chose d'inexprimé. Plus tard, alors que le soleil commençait à descendre, il la trouva debout sous le cerisier en fleurs devant la maison. Je n'ai jamais été aussi fier, dit-il. Elle leva les yeux vers lui. Moi non plus. Il sortit de la poche de son manteau une petite boîte, pas une bague, pas encore, mais un médaillon en argent en forme de cœur. Pour tout ce que vous êtes, dit-il, le lui plaçant dans la main. Et tout ce que nous avons encore à devenir. Maya ouvrit le médaillon.
À l'intérieur, une petite photo des 4 d'entre eux, elle, Alexander, Ben et Théo, tous riant à la table de la cuisine. Pas de titre, pas d'attente, juste de l'amour, réel, mérité, et toujours grandissant. L'été arriva avec une douceur qui donnait l'impression que tout était mérité. Les arbres étaient touffus, leurs feuilles lourdes de vie. Le jardin derrière la maison Reed avait fleuri en quelque chose de luxuriant et de sauvage, un endroit où Maya s'asseyait souvent avec un livre ou son journal, tandis que les garçons chassaient les lucioles, et les rires flottaient comme une musique dans le crépuscule. La chambre du jardin était devenue plus qu'un centre d'apprentissage. C'était un deuxième foyer pour les familles qui avaient besoin de plus que de l'académique. C'était devenu un sanctuaire, un endroit où les histoires étaient partagées et les fardeaux allégés. Les parents s'attardaient au moment du dépôt juste pour parler. Les enfants arrivaient tôt et ne voulaient pas partir. Maya avait construit plus qu'une salle de classe. Elle avait construit un village. Un chaud vendredi après-midi, elle se tenait sous le vieux chêne, accrochant des carillons éoliens peints à la main avec Ben et Théo. Chacun représentait un enfant qui avait traversé les portes du centre. Certains portaient des noms, d'autres juste des initiales et des couleurs vives. Le vent se leva, et les carillons chantèrent une douce mélodie tintante. Ben leva les yeux. Ils feront toujours ce bruit. Maya sourit. Tant que le vent continuera de souffler, oui. Théo inclina la tête. C'est comme prier, même quand on ne voit pas qui écoute? Oui, dit Maya doucement. Exactement comme ça. Plus tard cette nuit-là, après le dîner et un dessert collant de coblé aux pêches, Alexander et Maya bordèrent les garçons. Ben était déjà à moitié endormi, les doigts encore maculés de jus de pêche. Théo serrait la carte de prière usée que Maya lui avait donnée des mois auparavant. On peut prier pour des gens qu'on ne connaît pas, demanda-t-il d'une voix somnolente. Bien sûr, répondit Alexander, brossant les cheveux de son fils sur son front. Même si on ne les rencontre jamais. C'est le meilleur type de prière, dit Maya. Celle qui ne demande rien en retour. Ils restèrent ensemble après que les garçons se furent endormis, la lueur de la lumière du couloir projetant leurs ombres sur le mur. Vous les avez changés, murmura Alexander. Et moi? Maya secoua doucement la tête. Je ne vous ai pas changé. Je vous ai juste rappelé ce qui était déjà là. Maya? Il la regarda longuement, son regard fixe, inébranlable. Je réfléchissais, dit-il, à quoi pourrait ressembler l'éternité? Maya cligna des yeux. Vous voulez dire? Il hocha la tête. Pas une précipitation, pas une grande proposition. Juste l'idée. Vous, moi, eux, cette vie. Elle sourit. Le genre de sourire qui faisait briller ses yeux. L'éternité semble silencieuse et forte, comme une prière. Il se pencha et pressa son front contre le sien. Alors continuons de prier. Les semaines passèrent. Les jours s'allongèrent. La maison, autrefois hantée par la perte, portait maintenant le doux murmure du renouveau. Un samedi matin, Alexander trouva une vieille boîte dans le grenier, remplie d'affaires d'Émilie, des lettres, des photos, une écharpe en soie qui portait encore une trace de son parfum. Il la descendit, le cœur lourd mais stable, et la posa sur la table de la cuisine. Quand Maya entra, il ne dit pas un mot au début. Il ouvrit simplement la boîte. Elle s'assit à côté de lui. J'ai gardé ça caché pendant longtemps, dit-il. Parce que je ne savais pas comment gérer le chagrin et la joie en même temps. Maya toucha le bord d'une photo. Émilie, souriant à côté d'un Alexander plus jeune, les yeux brillants. Vous n'avez pas à choisir. Il hocha la tête. Je le vois maintenant. Il sortit un morceau de papier plié, une note qu'Émilie avait écrite dans ces derniers mois, qu'il n'avait jamais lue à voix haute. Si tu lis ceci, Alex, alors je suis parti. Mais ne laisse pas nos garçons grandir sans connaître la joie. Retrouve-la. Et si quelqu'un de gentil se présente à ta porte, ne la repousse pas, il tendit la note à Maya. Elle vous a vu, dit Maya, la voix pleine. Même avant que j'arrive. Elle vous a vu, répondit Alexander. Avant que je ne puisse le faire. Fin août, la chambre du jardin se préparait pour une nouvelle année scolaire. Maya avait embauché 2 assistantes enseignantes, toutes 2 des femmes de la communauté, chacune avec des histoires qui les avaient menées à l'éducation par la résilience, et non par des titres. La cérémonie d'ouverture comprenait de la musique, de petits discours et des rires qui se répandaient dans le quartier. Théo joua de son violon, encore plus des couinements que de la musique, mais plein de cœur. Ben présenta un dessin qu'il avait fait. La famille Reed sous le cerisier en fleurs avec Maya au centre, les bras ouverts. Elle nous tient ensemble, dit-il doucement au microphone. Maya essuya des larmes tandis que la foule applaudissait. Plus tard, elle trouva Alexander assis sur les marches arrière, regardant les enfants jouer. Il leva les yeux alors qu'elle s'approchait. Avez-vous déjà pensé à écrire tout ça? Que voulez-vous dire? Votre histoire, la façon dont elle s'est déroulée, les gens la liraient, Maya. Les gens qui ont besoin d'espoir. Elle s'assit à côté de lui. Peut-être un jour, quand la fin sera plus claire. Il lui tendit la main. C'est la fin, Maya. Pas la dernière, mais celle où nous arrêtons de courir et vivons simplement. Elle expira. Alors peut-être que je commencerai demain. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, la famille se réunit pour dîner sur la terrasse arrière. Un repas simple, des légumes grillés, du pain chaud, du thé glacé. Les garçons allumèrent de petites bougies à table. Quelque chose que Maya avait commencé des mois auparavant. Une façon de terminer la journée avec intention. Ben parla le premier. Je suis reconnaissant pour la rentrée scolaire. Théo ajouta. Et pour les biscuits. Alexander sourit.
Je suis reconnaissant pour les secondes chances. Maya les regarda chacun, le cœur plein. Je suis reconnaissante pour les prières exaucées, même celles dont je ne savais pas avoir besoin. Les bougies vacillèrent en signe d'accord. Alors que le crépuscule laissait place à la nuit et que les lucioles scintillaient le long des haies, la famille Reed était assise ensemble dans une maison qui avait autrefois abrité le silence, et qui maintenant pulsait d'appartenance. Il n'y eut pas de mots finaux dramatiques, pas de musique entraînante, juste le son des fourchettes contre les assiettes, le rire doux des enfants et la douce certitude que ce qui avait été brisé n'était plus seulement réparé, mais transformé. Et quelque part, au plus profond du calme de cette nuit, une prière s'éleva, non pas criée, mais murmurée. Une prière de remerciement, une prière pour demain, une prière qui résonnerait à jamais dans les murs du foyer qu'ils avaient construit ensemble. Cette histoire nous rappelle que la guérison ne vient pas toujours par de grands gestes ou des miracles soudains. Elle commence souvent dans les espaces tranquilles et inconfortables de la vie quotidienne. À travers le chagrin, le doute et les croyances endurcies, nous voyons un homme redécouvrir la beauté de la connexion, le pouvoir de la foi et la force tranquille de l'amour qui ne demande pas d'attention, mais se manifeste simplement. Jour après jour, nous apprenons que la famille n'est pas définie par le sang ou la perfection, mais par ceux qui restent, écoutent et choisissent de grandir les uns à côté des autres. Que les enfants voient plus que nous ne le pensons. Et parfois, leurs simples actes de gentillesse et de foi peuvent apprendre aux adultes à espérer de nouveau. Et peut-être plus puissamment encore, nous voyons que la rédemption est possible pour quiconque est prêt à abandonner l'orgueil et à embrasser la compassion. Peu importe à quel point le début est brisé, une histoire peut encore se terminer avec grâce. Quand l'amour guide.